Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Bonjour, bienvenue au podcast d'Horreur Québec. Donc, je suis Chloé, votre co-hôte avec Raphaël, qui est avec Allô, moi. allô. Très content d'encore une fois t'accompagner pour cet épisode haut en couleur où on va traiter de Godzilla dans toute sa splendeur. Et nous sommes en compagnie d'Éric qui va nous présenter les nouvelles. Bonjour, vous allez bien? Oui, toi? Oui, ça va super bien. Alors, comme toujours, je suis votre Bernard de Rome de l'information horrifique. Yes. Et écoute, oui, mais écoute, je me mets un peu de pression là, quand même. Mais écoute, pour descendre la pression, je vais commencer avec un petit concours. On aime ça, les concours. Hein? Oh, yeah. C'est-tu pas, hein? On pourrait pas dire qu'Horreur Québec est pas gentil avec ses fans, quand même. Ah, Mais non, c'est une collaboration. Oui, non, on n'est pas cheap, quand même. C'est une collaboration avec Métropole Film et bien sûr Horreur Québec qui célèbre la sortie du film Held en vidéo sur demande qui sort le 9 avril prochain et je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui se demandent que c'est ça, Held. C'est l'histoire est quand même assez simple. Le mariage d'un couple est mis à l'épreuve lorsque celui-ci est pris en otage dans une maison de vacances isolée par un étranger invisible et menaçant qui contrôle tous ses mouvements. Ouh, donc c'est un home invasion. Ouais. Ben écoute, ouais. C'est réalisé par Travis Clough et Chris Loping, à qui l'on doit The Gallows and the Gallows Act 2. Qui réalise ce thriller horrifique. C'est quand même assez simple pour participer au concours. Vous allez sur le site, bien sûr, d'Horreur Québec. Vous écrivez votre nom, votre courriel. Et petit détail, le film est disponible en langue originale anglaise seulement. Et c'est sur le Apple TV+. Pour ceux qui regardent qui écoutent le balado sur YouTube, le lien va être dans la description. Pour le concours. Ah, écoute, c'est pas merveilleux, ça. Écoute, je capote. Bref, donc, si je comprends bien, c'est sur le Apple TV seulement qu'on va pouvoir l'écouter. Je comprends. Je sais pas si oui, en fait, okay. Il y a un des 3 codes qui sont échangeables sur la plateforme Apple TV+. Super. Est-ce que ça te va, Madame Chloé? Oui, ça me va, je comprends très bien. Malheureusement, Chloé, je dois t'annoncer que tu ne peux pas participer parce que tu fais partie d'Horreur Québec. Toi aussi, Raphaël, essaye-toi même pas. C'est bon, je vais faire comme le citoyen moyen et je vais la regarder en vidéo sur demande. Voilà. Écoute, tu fais bien. Bref, je vais enchaîner avec une nouvelle qui m'interpelle parce que j'adore cette franchise-là, autant film que jeu vidéo, et je parle de Resident Evil. Donc, il y a un nouveau film qui s'en vient. Ouais, mais il y a des fans dans la salle, on dirait. Ben oui. La saga de film, même si la plupart des gens trouvent que c'est un peu du n'importe quoi, moi je trouve que c'est vraiment génial. Pas de A à Z, mais oui, j'ai un bel amour pour la saga des films de Paul W.S. Anderson avec Mila Jovovich. OK, ben là, tu m'ouvres une porte. Là, avant que j'enchaîne sur la nouvelle. Moi aussi, je les ai pas toutes vues, je dois avouer, je les ai pas tous vues. Je pense qu'il y en a 7, si je me trompe pas. Ouais. À brûle pour point, là, tes préférés là-dedans. Je te pogne les... moi, mettons, mon préféré, moi, c'est le 3, étrangement. La plupart des gens disent que c'est là que ça commençait à mal virer, mais moi, je l'aime bien le 3 dans le désert, un peu Mad Max. Ouais. Ah, c'est intéressant. Moi, je te dirais, c'est le... Ah, toi, tu l'as... J'en ai juste vu un. Puis, je pense que c'était le 3 aussi. Puis, j'ai un drôle de souvenir parce qu'on était au cinéma, puis... Comme vous le savez maintenant, je suis super nerveuse. Fait que dans un moment un peu, anxiogène, un des amis avec qui qu'on était a décidé que c'était le moment parfait pour me faire le saut. J'ai hurlé. La salle de cinéma était pleine. Tout le monde s'est mis à rire de moi. C'était une expérience extraordinaire. Oh mon Dieu, ok. Moi, j'en regarde des vagues souvenirs du 3e. Je me semble que c'était pas fameux. Mais bon, je vais vous croire. Non, mais moi, de base, je trouve que la saga des Resident Evil au cinéma, c'est une des meilleures sagas de films
n'importe quoi à gros budget du 21e siècle. Ok. Je trouve qu'il y a c'est un gros statement, qui là. se prennent pas au sérieux, puis que ça va vraiment dans le n'importe quoi, puis que c'est assumé, puis que c'est des ralentis, puis des plagiats, puis un tas d'affaires géniales. Moi, Resident Evil, c'est une cote d'amour de cinéphile de série B, là. Ah, cool. Écoute, je suis content d'apprendre ça. Écoute, c'est clair, tu vas te faire tirer un petit peu de tomate, là, mais je suis pas mal sûr qu'il y a plus de fans qu'on pense. Non, mais c'est ça, mais je pense que les gens, soit je l'assume pas, mais je pense pas, mais je pense qu'il y a plus de fans qu'on pense. Moi, j'ai évidemment aimé le premier. Le premier, je l'avais beaucoup aimé. Mais j'ai étonnamment beaucoup aimé le dernier et ça m'a vraiment bien diverti. Et écoute, j'ai le souvenir, je pense que c'était un des premiers films que j'avais eu des billets grâce à Horreur Québec. Et j'étais allé avec notre saint patron, Marc Boisclair. Le film a fini, puis j'ai regardé Marc. J'ai dit, hey, c'est quoi? C'était pas si pire que ça. On a eu du fun, tu sais. Franchement, fait que non, je crache pas entièrement sur la série. Il y a des volets mauvais, là, mais je veux dire des chapitres plus mauvais que d'autres. Mais franchement, c'est pas si mal. Puis comme tu dis, Raphaël, c'est genre tu mets ton cerveau à off. C'est bourré d'action. Oh, t'as plein de zombies. Correct. Ça fait la job. Là. Ça fait la job. Ouais. Ben bref, je vais revenir à ma petite nouvelle. Qui était le film. Écoute, c'était Resident Evil Welcome to Raccoon City, qui était prévu à l'origine pour le 3 septembre. Ben, il va falloir attendre un petit peu. Mm-hmm. Parce que le film de Joanne Roberts, qui aurait dit 57 Meters Down, puis The Strangers Pray at Night, va sortir le 24 novembre. Écoute. C'est loin? Ouais. Ben, durant la semaine de l'Action de grâce. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, on parle d'actualité chaude, là. Qu'est-ce que tu nous fais, là, avec novembre? Je sais, mais là, faut attendre. Je sais. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis cassé de party. Tu veux casser ton party, tu m'invites. Non, quand même. Bref, ben là, pour ceux qui ont jamais entendu parler de Resident Evil Welcome to Raccoon City, ça va adapter les 2 premiers jeux vidéo. Ils vont inclure des personnages issus des 2 titres. Ça va avoir lieu en 98. Il va raconter les événements de Raccoon City assiégés par des morts vivants. On va aussi avoir la Spencer Mansion qui est dans le premier volet et le poste de police qui était dans le 2e volet vont être dans le film. Et Roberts veut offrir aux gens une ambiance sombre, terrifiante, un peu inspiré des sièges claustrophobiques de John Carpenter. Ouh, intéressant. Donc, ouais, écoute, moi, je suis hype, là. Je suis hype, je suis un fan fini des jeux vidéo. J'ai critiqué d'ailleurs qui sont disponibles sur le site d'Horreur Québec, encore une fois. Le premier, le volet 2, 3 et le 7e, le dernier jeu qui est sorti, est surveillé en mai. Et en mai, ça approche, là, Resident Evil Village 8. Dans le fond, c'est le 8e chapitre. Je vais vous en reparler, ça, c'est sûr et certain. Et dans le film, juste vite, vous mentionnez que la distribution inclut Kaya Scodelario, qui jouait dans l'excellent Crawl, film de crocodile. Oui. Anna John Kimmer, qu'on retrouvait dans Ready Player One. Robbie Hamill dans The Babysitters. Tom Hopper, qu'on retrouvait dans Umbrella Academy. Et Evan Joe Gia, je vais l'avoir. Zombieland Double Tap. Cool. Donc, je rappelle la date, Flamand, c'est le 24 novembre. J'ai très hâte de voir ça. Très hâte de vous en parler. On a hâte de t'entendre. Super. Écoute, puis, je lance une idée de même, là, je vais sûrement vous faire une mini, si j'ai le temps, puis si ça donne une mini critique de Resident Evil Village. J'aimerais vraiment ça. Vous en parler. Cool. Je termine. Écoute, déjà, le temps passe si vite avec moi. Dernière nouvelle qui a attiré mon attention. Don Mancini dévoile le titre du premier épisode de la série Chucky. Oh, yes! Oui. Oh, que ça, j'ai hâte. Oui, moi aussi. Et écoutez, moi, j'ai une relation un peu particulière avec
avec les Chucky. C'est-à-dire que écoute, je pense que c'est le temps des confessions, c'est le temps des tranches de vie, de la psychoanalyse. Plus jeune, j'étais terrifié par Chucky. Et j'avais bien aimé les deux premiers, quand même. Le troisième, beaucoup moins. Et moi, quand ça a viré un peu comédie, là, ouf! C'était moi dans mes cordes, mais quand ils sont revenus avec The Curse of Chucky et The Cult of Chucky, j'ai rembarqué là-dedans. Donc, je suis vraiment excité par cette série-là. Je sais pas pour vous. Ah, moi, oui. Mais moi, c'est drôle. Moi, j'ai une relation spéciale avec Chucky parce qu'à cause de mon âge, un peu, je suis rentrée dans les Chucky à moitié, donc au 3e. Moi, le premier que j'ai vu puis que j'avais chez nous, c'était Chucky 3, Bride of Chucky. Puis... Ah non, c'est ça, c'est le 4e. C'est le 4? Ah, ben, Bride of Chucky, c'est 4. Ouais. Je suis rentrée au 4, d'abord. Oui, c'est vrai. Je suis rentrée au 4. Fait que j'ai vu celui-là. Ensuite, j'ai revu les premiers plus tard. Mais, je trouvais qu'il était trop classique. Le premier, bon, c'est une histoire de slasher classique. Tandis que je trouve que quand ils sont rentrés dans la comédie, au moins, il y avait un petit cachet. Mais ce cachet-là est quand même resté dans les derniers qu'ils ont fait aussi. Tu sais, Chucky a comme gardé un peu sa personnalité. Oui, mais c'est moins presque. Ils ont bien dosé, je trouve. Oui, c'est ça, exactement. Fait que... mais la comédie n'est pas absente des 3 premiers non plus. Là. Chucky a toujours eu un côté un peu... Ouais, mais il faut dire que dans le temps... humour noir, c'est ça. Puis dans le temps, je l'écoutais en français. Le doublage est dégueulasse. Le petit gars, tu vois qu'il est bon acteur, puis là, il frappe sa porte, puis il crie, puis tu vois qu'il est énervé. Puis en français, ça dit « Au secours, Chucky est là. Chucky est là. » Je sais, mais écoute, là, est-ce que tu fais référence au premier? Oui, là, oui. OK, parce que moi, à chaque fois qu'il joue à Cinépop et que je tombe dessus, je l'écoute à chaque fois, et oui, c'est vrai, c'est horrible. Mais... moi, tu vois, j'ai des souvenirs vraiment lointains dans le temps qu'il y avait tu pouvais louer des films dans des stations-service ou des trucs genre, et qu'il y avait des posters, et qu'il y avait le poster de Chucky. Et écoute, j'étais terrifié. J'en faisais des cauchemars. Ah, c'est le poster. Beaucoup de gens, ça l'a vraiment marqué. Oui, je pense. Je suis vraiment pas le seul, là. Oui. Je suis vraiment pas le seul, mais bref. Je fais une petite tranche de vie, mais je vais revenir à notre nouvelle. En fait, Don Mancini, qui confirme la future série Chucky, est prévue pour la chaîne USA Sci-Fi. Puis généralement, je pense qu'on l'a... il y a un poste Sci-Fi, j'espère que je dis pas n'importe quoi, là, mais le Space Channel. Mais c'est Sci-Fi Network, je pense que ça s'appelle tout simplement. Ah, OK. Ça a peut-être changé. Dans mon temps, c'était Sci-Fi Channel ou quelque chose du genre. Je m'en souviens plus. Bref, il a teasé un peu et le premier épisode va s'appeler Death by Misadventure. Oh! Hey, c'est pas super, hein? C'est pas pire, quand même. Bien. Mais la série, c'est ça, elle est prévue pour cet automne. J'ai vraiment hâte. Et évidemment, Fiona Dourif, qu'on a vu dans The Stand récemment, reprendra son rôle de Nika Pierce aux côtés de Devon Sawa. L'autre, je vais le maganer. Björgvin Arnason et Alavia Alin Lind. Ils font par exprès. Ils font par exprès pour me donner du fil à retordre. Au dernier épisode, t'as dit un nom, puis j'avais rien compris, puis je me suis dit, voyons, tu sais. Puis là, j'ai googlé, j'ai vu le nom, puis j'ai fait, oh, non, je me sais pas. non, mais tu sais, merci de me donner un peu de crédit. C'est pas toujours facile. Non. C'est pas toujours facile. Bref, écoute, faut pas oublier Jennifer Kelly qui va reprendre également son rôle de Tiffany et évidemment Brad Dourif. Le grand Brad. Bref, oui, ben tu peux pas faire Chucky sans Brad Dourif. Ils l'ont fait avec Mark Hamill, mais... Oui, j'avoue. Écoute, j'ai parlé vraiment trop vite. Mais j'avoue que Brad Dourif me manquait un peu. Quoique Mark Hamill a fait quand même une bonne job et je dois dire que j'ai quand même aimé le remake. Bon, je pense qu'on est tous d'accord qu'il y avait vraiment des qualités. Ouais. Oui, tout à fait. Bref, voici l'histoire de la suite, puisque dans le fond, ça reprend après The Cult of Chucky. Okay. Après qu'une vieille poupée Chucky
se retrouve dans une vente de garage en banlieue. Une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos alors qu'une série de meurtres horribles commence à révéler les hypocrisies et les secrets de la ville. Pendant ce temps, l'arrivée d'ennemis et d'alliés du passé de Chucky menace d'exposer la vérité derrière les tueries, ainsi que les origines indicibles de la poupée démon en tant qu'enfant apparemment ordinaire, devenu en quelque sorte ce monstre notoire. Donc, c'est à surveiller. Moi, je suis vraiment... c'est automne. Ouais, pas de date précise encore. Mais bref. J'ai le temps de me retaper toute la série. Oui, effectivement, t'as le temps. T'as en masse de temps. Là. Cet été, là, il y aura peut-être pas grand-chose à faire, mais au moins, tu pourras faire ça. Oui. Bref, écoute, ça fait le tour des nouvelles qui ont retenu mon attention. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Certain. En tant que Bernard de Rome. Ben oui, non, je suis super hype pour la série Chucky et pour le prochain Resident Evil, assurément. Ce que j'allais dire avant de vous quitter, c'est n'oubliez pas le concours. Vous avez jusqu'au 9 avril pour participer. Tous les détails sont sur le site d'Horreur Québec. En fait, horreur.québec. Bref, on se revoit dans un mois. Yeah, merci. Oui, donc bienvenue. On est dans ce deuxième segment de notre balado. On parle de Godzilla, comme sans grande surprise, puisque c'est le sujet du moment, là, avec Godzilla vs. Kong, qui est sorti tout récemment. Ce qu'on vous propose, c'est de faire une espèce de rétrospective de la saga. Et dans l'optique de rester dans le thème du versus, on va également vous offrir un petit débat sur les remakes américains. Question de bon, question de mauvais, est-ce qu'ils ont une valeur en soi ou pas, selon l'avis de nos différents contributeurs. Puis je vais tout de suite présenter nos invités. Donc, on a Jean-François Croteau de Horreur Québec, là, un collaborateur de longue date. Salut Jean-François. Salut, bonjour. Et on a aussi Marc-Antoine Labonté. Salut Marc-Antoine. Salut. Aussi collaborateur sur Horreur Québec depuis quelques temps. Oui. Donc, tous les deux, c'est ça, vous êtes des grands fans de Godzilla, donc on voulait vraiment vous recevoir pour en parler avec des experts finalement. Mm-hmm. Fait que on va tout de suite commencer avec en parlant. En fond, ce qu'on vous propose de faire, c'est une rétrospective chronologique un peu de la saga avant toute chose. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier Godzilla. Donc, je pense qu'on a plusieurs choses à dire chacun sur ce film, ce classique de chez classique. Donc, Godzilla sorti en 1954. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce film-là, Jean-François? Ben, je le trouve très bon. Je l'aime pour sa signification symbolique autant que pour le film lui-même. On est quand même en 54. Mm-hmm. Le film King Kong vient de ressortir dans les salles. Et après la bombe d'Hiroshima, évidemment, on sait tous que King Kong est un peu une métaphore des prolétaires aux États-Unis, alors que Godzilla, c'est plus une métaphore d'Hiroshima. Un petit traumatisme nucléaire. Oui, c'est ça, exactement. Et je trouve que le film est très bon. La version américaine, où les Américains minimisent un peu leur responsabilité dans le drame, est beaucoup moins bien, à mon avis, mais il nous reste qu'avec le Blu-ray Criterion, on a les deux. Oui. Donc, c'est intéressant pour ça. C'est la première fois qu'on voyait le monstre, mais c'est difficile d'imaginer Godzilla s'il n'y avait pas eu de King Kong auparavant. Ouais. Surtout qu'on sait que au début des années 50, dans plusieurs pays, on a ressorti le King Kong original qui a connu un gros succès. Et je pense que ça a eu un impact. La naissance de Godzilla, à mon avis, est liée de très près au succès que King Kong a eu auparavant. Oui, et même que, on dit souvent que Godzilla, c'est le premier monstre géant japonais, mais il y a eu des découvertes récemment, là, qu'il y a des films qui ont été perdus dans les années 30, puis durant la guerre, tout ça, qu'il y a eu des films, des espèces de rip-off de King Kong au Japon aussi avant. Je pense qu'il y a vraiment un lien intrinsèque entre les deux monstres. C'est clair. Dans les deux cas, King Kong était une sorte de métaphore. On avait peur pendant la crise économique de ce que le petit peuple allait faire. King Kong est montré à la fois comme les prolétaires qui se rebellent, mais aussi comme les esclaves qu'on enchaîne. On se rappelle de la fameuse scène où King Kong est enchaîné à la fin comme un esclave. Et King Kong meurt quand il se hausse au-dessus de l'Empire, qui est symbolisé par l'Empire State Building. Ouais. Et le film a eu un impact. On n'avait pas le droit dans ces années-là, que ce soit dans les années 30 ou 50, de parler de vrais sujets dans les films. C'était très mal vu.
Et on ne pouvait pas parler d'Hiroshima à l'époque de Godzilla, donc on a une sorte de métaphore pour pouvoir aborder le sujet. Et c'est drôle parce qu'avec la distance qu'on a présentement, ça me semble tellement clair que je ne sais pas comment des gens ont pu aller voir le film auparavant puis y percevoir que le monstre. Mais en tout cas, c'est ce qui fait que c'est très intéressant à mon avis. Vous en pensez quoi? Toi, Chloé, c'est quoi ton point de vue sur le premier Godzilla? Je vais parler principalement du monstre qui m'a le design m'a surpris pour 2 raisons. Un, 1954, je veux dire, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien fait, là. C'était quand même assez réaliste. Quand on le voit pour la première fois, juste sa tête un petit peu au-dessus d'une montagne, là, c'est efficace. C'est juste une petite affaire, mais c'est efficace. Puis surtout que la scène, 2 scènes avant, on voit un hélicoptère jouet tomber. C'est vraiment pas réaliste. Donc, ça clash un peu. Puis c'est ça. Puis je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rough. On dirait qu'il a vraiment évolué assez rapidement la bête au fil des années. C'est ça, c'est principalement ça. Je pense que le reste, Jean-François a dit des choses assez intéressantes. Je ferais du pouce un peu aussi sur ce que tu as dit au niveau de la caméra puis tout ça, comment il est filmé. Le réalisateur, Ichiro Honda, lui, c'est quand même pas un deux de pique non plus. Justement, on parlait du traumatisme de la guerre, tout ça. Lui, c'est un vétéran. Il savait quand même de qu'est-ce qu'il traitait. Puis d'un point de vue, artiste cinématographique, lui, ça a été un collaborateur de longue date aussi de Akira Kurosawa. Il sort pas de nulle part. Puis la manière comment il a filmé ce film-là en particulier, avec la technologie de l'époque, quelque chose de vraiment, vraiment impressionnant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnages qui ont des personnages fonction, mais je pense notamment au personnage du scientifique là, qui crée le fameux Oxygen Destroyer, son dilemme moral par rapport à ça. Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans comment c'est raconté. Mm-hmm. Oui, il y a beaucoup d'humains, je trouve. Contrairement, on va-tu embarquer là-dedans tout de suite, mais contrairement aux films plus récents, je trouve que les humains ont un vrai, pas pouvoir, mais je trouve qu'ils ont une vraie conséquence, tandis que en tout cas, on va en parler plus tard, mais je trouve que dans les plus récents, les humains, ils pensent qu'ils font quelque chose, mais en fait, ils font rien pantoute, mais bref. Ouais, Marc-Antoine, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le premier Godzilla? Oui. C'est sûr, des fois, si vous nous écoutez et vous n'êtes pas super familier avec la série japonaise, peut-être en particulier, des fois, on se demande qu'est-ce que Godzilla vient faire. On est sur Horreur Québec, puis c'est quoi la portion horreur du personnage? Parce que selon les films que vous avez vus, parfois, c'est assez diminué, mais si vous avez l'opportunité justement de voir ce premier film-là, vous allez vite comprendre où l'horreur dans Godzilla, Gojira, justement parce que, comme vous venez de le dire tous les trois, c'est un film qui, en termes de direction photo, d'effets spéciaux, va vraiment manifester un peu cette espèce de traumatisme-là de la bombe. On se rappelle que tout le monde, quand ce film-là est sorti, était contemporain à ça. Puis que ce soit le design sonore ou la photographie des flammes vers la fin du film, c'est assez spectaculaire. Puis oui, Honda, le réalisateur, qui va quand même aller faire plusieurs films par la suite qui sont plus bon enfant dans la série. Là, il en a fait vraiment beaucoup. Mais justement, comme tu disais, Raphaël, il est assistant réalisateur de Kurosawa. Récemment, j'ai revu Stray Dog de ce réalisateur-là. Puis c'était vraiment intéressant de les voir. Tu sais, il se promenait dans les rues de Tokyo, puis il était très inspiré du réalisme social italien. Fait qu'il filmait du vrai monde, pas nécessairement des figurants tant que ça. Il allait dans des lieux publics, puis essayait un peu de prendre le pouls de la ville à travers leurs histoires. Puis on voit quand même que cette tradition-là, elle vient dans sa façon de mettre en scène le cinéma catastrophe. Puis juste l'espèce d'idée le gigantisme de Godzilla qui attire un peu toute l'idée de la nature qui se retourne contre la société. Tu sais, oui, dans ce cas-ci, la société japonaise, mais je pense que c'est l'humanité en général. C'est vraiment fort le sous-texte dans ce film-là en particulier. Puis par la suite, ça va un peu s'étioler, ça va revenir, on va en parler, mais il y a tellement de films dans cette franchise-là. Si vous pensez qu'il y a beaucoup de films avec Jason, Godzilla, il remporte la palme facilement. Mais ouais, ça reste que l'original est comme un peu difficile à déclasser. Là. Il est vraiment en phase avec son sujet. Il comprend de quoi il veut parler. Puis c'est pas mal le meilleur.
C'est plus peu. C'est pour ça que je voulais un peu l'isoler avant qu'on entre dans les différentes ères, parce que même moi, je vais parler tout de suite de l'ère Showa, qui va se durer de 1954 jusqu'à 1975, qui est la première vraiment grande saga de Godzilla sur les 4. Mais je me disais, il fit presque pas dans le... En fait, thématiquement puis stylistiquement, il fit pas dans la Showa era. C'est vraiment à part, là. Donc, pour parler justement des différentes ères, chacun y allait un peu à tour de rôle pour les présenter. J'avais demandé de faire la présentation de l'ère Showa, puis qui est ma préférée, pour le côté un peu comédie cheesy de beaucoup des films de cette ère-là, et aussi pour le côté purement what the fuck de certains films qui me fait capoter personnellement. Grand amateur de cinéma qui me surprend. J'ai été très servi par cette saga-là. Même si c'est la plus longue, ça a été... je vais en parler un peu plus longuement tantôt dans les recommandations avec Chloé, mais j'ai passé mon mois à regarder les Godzilla pour bien les rattraper. Et c'est vraiment la saga que je trouve la plus fascinante. Comme je disais, ça va tout le monde a sa période préférée. Ouais, tout le monde a sa période préférée. Puis c'est ça. Fait que ça va de 54 à 75. Ça regroupe à partir justement du premier Godzilla jusqu'à finalement au Terror of Mechagodzilla. Donc c'est le premier film par Ishiro Honda, le dernier aussi. Ishiro Honda va en faire à peu près la moitié. Il va en faire 8 sur les 15 comme réalisateur. Donc, il va vraiment laisser sa patte sur cette période-là, même si, comme on disait tantôt, en fait, comme disait Marc-Antoine, il va faire autant le premier film qui a vraiment une saveur sociale, autant il va faire le film, par exemple, All Monster Attack, qui est comme une espèce de rêve d'acide, où c'est qu'il y a un enfant qui rêve de Godzilla, puis de son fils qui lui parle, qui est une espèce de métaphore étrange sur stand-up devant les bullies. En tout cas, tout ça pour dire que dans cette saga-là, ça va dans plusieurs directions. La plupart des memes, des gifs que vous avez vus sur Godzilla qui fait des moves un peu étranges, soit des dropkicks sur la queue ou des petites danses de victoire un peu absurdes, ou encore voler en crachant son jet nucléaire, là. Ça vient pas mal de cette série-là. Puis c'est vraiment la série qui a vraiment posé les bases de ce qui est devenu Godzilla au fil du temps, qui est vraiment un monstre de versus. Là, tu sais, tout le monde capote en ce moment sur Kong versus Godzilla, mais Godzilla, c'est dans son ADN de combattre des monstres. Là. Ça a toujours été ça. Le 3/4 des films, c'est des Godzilla versus quelque chose. Puis, en fait, dès le premier film, dès la première suite de Godzilla, en fait, le Godzilla de 1955, l'année suivante, Godzilla Raids Again, c'était déjà un film de versus contre Anguirus, qui est comme un des monstres qui va revenir assez souvent aussi. C'est également dans cette période-là qu'on retrouve King Kong versus Godzilla, le premier, de 1962. Je vais pas trop en parler parce qu'on va avoir l'occasion sûrement d'en parler pour le comparer au nouveau prochainement. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment une saga qui a son charme par le côté un peu... Vous allez être surpris. Là. Il y a des bouts qui sont vraiment sci-fi psychédéliques des années 70. Il y a des bouts qui sont super Sentai, notamment avec mon personnage favori, Jet Jaguar, dont je vais sûrement plus discuter dans la section recommandations. Et également des surprises au niveau de la métaphore qu'il peut avoir, notamment je pense à tout ce qui va arriver autour du personnage de Mechagodzilla, qui va arriver vers la fin de la saga, qui va vraiment qui va s'imposer comme un personnage qui à chaque fois va apporter son lot de questionnements par rapport à l'être humain, par rapport à Godzilla, et etc. Donc voilà. Peut-être qu'on peut enchaîner tout de suite de la période Heisei. OK, en fait, la période Heisei, on devrait dire l'ère ici, c'est de 1984 à 1995. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 30 ans après le premier film, la compagnie Toho a décidé de redémarrer une nouvelle franchise qui va commencer après le premier film. C'est-à-dire qu'on ignore tous les autres, un peu comme on fait récemment avec Halloween, et on fait des suites. J'adore personnellement cette période-là parce que, premièrement, les films se suivent entre eux. Chaque film est la suite du précédent. On a changé un peu le discours pour la bombe atomique. On dirait que c'est peut-être plus un discours qui est cette fois-ci pour... on parle beaucoup de l'armement. Étrange parce que le premier film en français s'appelle Le Retour de Godzilla, comme le deuxième film qu'il y avait eu à l'époque. Mais c'est ça, c'est une suite directe. On ignore les films de l'ère de Showa.
Tu parlais que Godzilla est un personnage d'affrontement. C'est dans l'air ici qu'on voit beaucoup de titres avec des versus. On a l'impression qu'il faut quasiment qu'il y ait un versus dans les titres pour que ça marche. On va parler encore plus, des fois même peut-être trop parce que ça devient cliché, des aspects moraux. Les personnages sont parfois assez comiques. J'aime beaucoup cette période-là aussi parce qu'on va nous parler, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le film, c'est Godzilla contre Destroya. On voit un peu la naissance de Godzilla. Il y a plein de... Enfin, moi, cette période-là, qui est probablement par beaucoup de fans la moins aimée, et une de ceux que je préfère, je trouve que les effets sont à la fois cheesy comme dans le temps, mais un peu plus modernes, donc un peu plus vraisemblables, sans tomber dans l'ère du CGI, là, comme on le voit aujourd'hui. Et c'est ça, c'est un peu la suite de ce que tu as dit. Hein? On ne peut pas réinventer... on parle de différentes périodes, mais en fait, plus ça change, plus c'est pareil. Ouais. Thématiquement, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent de période en période, là, les personnages. C'est ça. On change le malaise. La peur est changée. Comme je disais, il y a un côté moral qui, des fois, moi, me fait beaucoup rire. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que là, Godzilla devient une menace. Parce que dans les films de l'ère de Showa, comme je ne sais pas s'il faut dire l'ère ou la période, mais Godzilla, à un moment donné, devient non seulement un défenseur de l'humanité, mais on dirait presque que c'est un bon ami. On dirait presque que c'est Barney le dinosaure qui... Ouais. Et c'est vrai. Oui. Alors que dans le premier film dont on parlait tantôt, c'était une menace, c'était un monstre, c'était l'inconnu. Et je pense que c'est ce que j'aime aussi de cette série-là parmi toutes les séries. Et je sais pas, c'est peut-être parce que c'est ceux que j'ai découvert étant jeune en premier, mais c'est ceux qui m'ont marqué. Je ne saurais en dire plus. Vous en pensez quoi? Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis au niveau de la continuité logique, mais en même temps, tout en réinventant puis en ramenant Godzilla comme une menace, parce que c'est vrai que depuis à peu près le 5e film, Godzilla il était perçu plus comme l'ami des enfants, le surroi de la planète. Je pense notamment à... moi, quand j'étais jeune, il s'appelait Versus the Smog Monster, mais là, en fait, le vrai nom, c'est Godzilla versus Hedorah, je pense que c'est vraiment genre Godzilla qui vous dit de faire du recyclage quasiment. Là. Il y a quelque chose de vraiment très différent. Là. Puis avec justement l'espèce des virages qu'ils ont fait, avec notamment tout de suite après Destroy All Monster, c'était comme un peu la fin des Godzilla plus sérieux pour plus switcher vers un truc un peu plus enfantin, un peu plus super-héros. Godzilla avait perdu un peu de sa superbe qu'il aurait gagné au début de cette ère-là, clairement. Ce que j'aime de cette période-là, c'est le fait que c'est la seule où il y a une protagoniste récurrente qui va suivre tous les films. Le personnage de Mitty, c'est Gusta, excusez pour le nom. Puis j'aime vraiment ça. C'est parce que là, je m'apprêtais à introduire la période subséquente. Puis il n'y a pas vraiment de continuité. Tandis que dans celle-là, on a ça. Je trouve ça intéressant. Puis c'est vrai que je pense que ce qui est reproché à cette période-là, c'est que le côté fun, combat, over the top est moins présent. Mais moi, j'aime beaucoup le côté plus contenu, plus sérieux. En fait, des fois, c'est intimidant de se retrouver devant cette franchise-là puis de pas la connaître. Il y a tellement de titres. Comme tu le disais tout à l'heure, Raphaël, des fois, le même film a 2, 3 titres. Puis, fait que des fois, on dirait que tu regardes tout ça, puis c'est presque trop intimidant pour t'y aventurer. Mais le début de cette période-là, les 3 premiers films, Return of Godzilla, puis par la suite Godzilla versus Biollante, puis Godzilla versus King Ghidorah en 91, c'est un des meilleurs comme trio de films back-to-back, selon moi, bien sûr, là, à visionner si on est un amateur, si on est intéressé, disons, à découvrir la franchise. Puis comme tu disais, ça culmine avec Godzilla contre Destroya, qui est considéré comme un des meilleurs, je pense, par les fans. C'était comme la mort de Godzilla, c'était vendu comme tel. Puis c'est vraiment un des très, très bons. Donc moi, je pense que c'est vraiment une bonne période pour la créature, même si on en entend moins parler des fois.
Est-ce que vous avez remarqué de quelque chose que je trouve vraiment intéressant aussi de cette période-là, c'est que est-ce que je me fais une idée où on a l'impression que les monstres que Godzilla affronte viennent souvent quasiment de lui-même? Hein? Parce que tu as nommé, il faut en parler, c'est à mon avis, un des meilleurs films, le Godzilla contre Biollante, mais c'est un peu ça, c'est comme si le mal que Godzilla affronte vient de lui-même. Et c'est drôle parce que on est dans une série où Godzilla n'est pas nécessairement bon, même s'il y a quand même une certaine ambiguïté dans sa méchanceté. Puis on dirait que les monstres qu'il affronte sont une partie de lui. Donc c'est une façon peut-être pour que le spectateur, même si Godzilla n'est pas un gentil, de s'identifier peut-être à lui par moment. C'est fascinant ce côté-là quand on y pense qu'on est avec des monstres qui se peuvent pas, mais qu'on a quand même osé montrer que le mal vient de lui-même. Tu sais, on a presque l'impression d'être dans un roman de Stephen King où les méchants viennent tous de l'intérieur des personnages. Tu sais. Mais bon, là, ça va loin. C'est quand même... Tu touches à une des choses les plus intéressantes, selon moi, de Godzilla, puis c'est sa moralité qui est constamment changeante. Des fois, il est le protecteur du Japon, des fois, il est le destructeur du Japon, des fois. Puis ça arrête pas de changer, puis ça en devient presque confus. Puis je pense que c'est une des choses que quelqu'un qui connaît pas ça va le plus buzzer en arrivant dans la franchise. C'est on sait pas trop où on se situe par rapport à Godzilla, puis c'est un peu une métaphore de la nature, mais parfois aussi, je pense, on s'en sert pour parler de la société japonaise. Puis c'est sûr que rendu dans les années 80, on n'a peut-être plus les mêmes préoccupations qu'on avait dans les années 50. Le Japon s'y est intégré économiquement. Il va y avoir un gros crash économique à la fin des années 80 dans le pays. Puis c'est une culture très axée capitaliste, travail rendu là. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que Godzilla est plus comme ça, alors qu'au début, c'était complètement autre chose. Puis on va y venir plus tard, mais en 2016 aussi, c'est complètement autre chose avec Shin Godzilla. C'est vraiment un des gros emblèmes cinématographiques dont on se sert pour parler de l'évolution culturelle du Japon, selon moi. Une chose que je voudrais ajouter en terminant sur l'ARC, c'est que si on regarde dans l'histoire du Japon, c'est une période qu'on va nommer, si on le traduit, ce serait l'ère de l'accomplissement de la paix. Et ce qui devient drôle, c'est que c'est la période où Godzilla se bat quasiment le plus. Mais et on a appelé ces films-là, la période, et c'est par rapport évidemment à la période du Japon, mais il y aurait quasiment quelque chose pour écrire une thèse, rien qu'avec ça. Tu sais, c'est fascinant, les connotations, les allégories, tout ce qu'on peut trouver dans un personnage qui dure depuis longtemps. Tu sais, Ouais. Tout à fait. C'est parfait ça nous ouvre la porte pour parler de la troisième ère, l'ère Millennium, Antoine. Ouais, c'est ça. Puis ça aussi, des fois, ça peut être un peu confusant, c'est-à-dire que les deux premières ères, Showa et Heisei, donc sont désignées en fonction des ères impériales. Donc, c'est important au Japon. L'ère Showa, c'est le règne de Hirohito. L'ère Millennium de Godzilla, c'est quoi? Pourquoi ça a changé de nom alors qu'on est encore dans le règne de l'empereur associé à l'ère Heisei? C'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, avec Godzilla contre Destoroyah, on voulait encore faire une pause comme à la fin de l'ère Showa. Donc, une longue pause. On avait vraiment setté ce chapitre-là pour que ce soit une conclusion. Puis, ce qui est arrivé, en fait, c'est le remake très mauvais. Pas le remake, excusez, mais l'adaptation américaine, je te parle. Ça m'arrive souvent. Donc, l'adaptation américaine très mauvaise de Roland Emmerich, 1998. Je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont familiers avec le désastre que ça a été. Et la réponse des Japonais, donc, ça a été directement d'introduire une nouvelle ère à Godzilla, même si ça démarre juste 4 ans après la finale de l'autre. Donc, ça commence en 1999 avec Godzilla 2000. Puis, il va y avoir 6 films seulement dans cette ère-là, un par année jusqu'en 2004, en fait.
Donc, Godzilla 2000, qui va y aller assez direct avec une histoire d'alien qui arrive qui essaie d'exploiter les capacités de Godzilla. Puis, ça va un peu backfire parce que ça va créer un monstre qu'il va avoir à affronter. Ensuite, on a eu Godzilla contre Megaguirus, qui est un des plus oubliables de cette période-là, selon moi. Le troisième, en 2001, je pense que c'est pratiquement le préféré de cette période-là. Si vous n'avez jamais vu aucun de ces films-là, peut-être celui que je vous recommanderais d'essayer en priorité. Le titre est long comme le bras, là. Godzilla, Mothra et King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack. Celui-là, même un régie de GMK quand même. Je pense que la plupart des gens, c'est on essaie de dire GMK pour que ce soit moins long. Non, c'est ça. Quand tu le connais, quand tu connais un peu cet univers-là, effectivement, on s'est trouvé une petite abréviation. Mais non, il est vraiment le fun, celui-là. Puis il est bizarre parce que si j'ai pas été clair, la période Millennium, c'est tous des films qui sont pas reliés les uns avec les autres, contrairement à la période d'avant. Puis c'est ça qui la rend, je pense, le plus difficile à présenter, c'est qu'il y a rien qui unit vraiment ces films-là. C'est tout le temps une suite du film de 1954 qui se fout un peu du reste. Puis ça fait que tous les cinéastes qui vont toucher à Godzilla durant cette période-là vont vraiment avoir le libre cours à leur créativité. Fait que c'est le fun, mais en même temps, des fois, t'en écoutes un, t'écoutes celui d'après, puis c'est tout le temps des trucs un peu improbables. Donc, dans celui que je viens de nommer, là, GMK, on se retrouve avec Godzilla qui est méchant, puis finalement, c'est King Ghidorah qui va devenir le bon et lutter contre lui. C'est du coup cette famille avec la franchise. Disons que c'est assez... c'est comme le renversement des rôles habituels. C'est comme si Joker se mettait à sauver Gotham de Batman. Là. Non, c'est ça. Il est vraiment le fun. Il est vraiment le fun comme film. Les combats, c'est spectaculaire, puis il est super divertissant. Mais disons qu'en termes d'histoire, c'est comme, bon, OK. Puis celui d'après, on n'est plus là-dedans pantoute. C'est Godzilla contre Mechagodzilla qui fait une énième apparition dans la franchise. C'est le seul, en fait, que le film d'après, Godzilla Tokyo SOS, est une suite. Donc, ces deux-là qui ont été réalisés par le même cinéaste vont réellement avoir une connexion. Puis on va finir avec l'épisode 50e anniversaire Godzilla Final Wars de Ryuhei Kitamura, qui s'était fait connaître quelques années avant avec le film japonais culte Versus, qui a aussi fait des films américains par la suite, là, Midnight Meat Train, entre autres. Puis lui va donner un spin très Michael Bay Matrix à tout ça. C'est un épisode anniversaire, puis tu sais, c'est super méta, c'est très conscient de lui-même, un gros sous-intrigue d'aliens. Il y a des mutants là-dedans, puis toutes les créatures auxquelles vous pouvez penser vont revenir. Même le fameux Son of Godzilla qu'on n'a pas trop abordé jusqu'ici. Va avoir moi, c'est mon deuxième personnage préféré avec Jet Jaguar. Là. Je capote dessus. Non, c'est clair. C'est comme... Disons que c'est pas les meilleures heures de la franchise quand il est là, mais dans Final Wars, c'est un peu joué pour la blague. D'ailleurs, il y a même une apparition là, du Godzilla américain de 1998 qui nous apparaît sur une toune de Sum 41 avant de se faire sacrer une volée par le Godzilla japonais. Là. C'est très drôle. Fait que c'est un film vraiment improbable, super long, super rapide en termes de déroulement, de montage. C'est intense. Il y a des monstres partout, des aliens, des combats de kung-fu. Un acteur américain vraiment mauvais. Et la franchise, c'est comme l'ère se termine là-dessus, puis après ça, ils ont vraiment pris un break qui, cette fois-ci, a réellement duré 10 ans, contrairement à la dernière fois. Je l'aime bien, le Final War, moi. Il est le fun. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, peut-être que connaissant le réalisateur, j'avais une idée vers quoi je m'en allais, mais je le trouve vraiment le fun. Oui, non, c'est du grand spectacle. Oui. Il est en mode Matrix. Là. Il y a les petites lettres vertes fluo dans le bas de l'écran. Tout le monde est habillé en manteau de cuir. Puis, mais c'est son style. Peu importe le film de lui que vous regardez, il y a tout le temps une caméra hyperactive, montage super saccadé, rapide. Fait que disons que ça fait changement de ce qu'on est habitué. C'est un des films qui stylistiquement est le plus what the fuck, un peu comme que tu parlais à la fin de la période Showa, Raphaël. C'est un des films qui se dit non, moi je fais mon propre truc, puis Godzilla s'adaptera. Mais il est controversé. Il est controversé ce chapitre-là.
Mais c'est ça, ça a toutes les qualités et les défauts d'un film qui se veut comme une espèce de célébration anniversaire. Là. Puis ça embrasse tout le côté justement un peu cartoonesque de Godzilla au fil du temps aussi. Là. Ouais. Juste justement, on en a parlé rapidement, là, mais l'espèce de petit crachat sur le film de Roland Emmerich avec l'espèce de Zilla américain qui s'appelle Zilla d'ailleurs et non pas Godzilla, qui se fait démolir en un coup de queue, puis c'est réglé comme zéro une menace par le Godzilla. J'ai trouvé ça. C'est ça, il y a comme tout le côté un peu. Il y a un petit peu le côté joke là. C'est qu'au-delà du côté qualité du film, qui est plus que médiocre, le problème, c'est que le film de Roland Emmerich, selon moi, se veut plus un remake raté de Jurassic Park que d'un Godzilla en tant que tel. Ouais. Il a calqué des scènes telles quelles de Jurassic Park, puis ils sont filmés n'importe comment. Puis là, on nous dit Godzilla. Je sais pas, je trouve que c'est très navrant comme film. Même on voit ce qu'Hollywood voulait, là. Tu sais, Jurassic Park, qui à l'époque était comme super gros. Ouais, c'est ça. Puis rien ne marche. On essaye de l'écouter. Oui, il y a des bouts que le monstre impressionne quand il sort une patte ou autre, mais rien ne marche. Puis c'est un film qui a coûté une fortune et qui devait être une trilogie à l'époque. Là. Moi, je m'en souviens, avant que le film sorte, on nous annonçait qu'il allait en avoir 2 autres, parce que je suis quand même très vieux. Et je me rappelle qu'on nous disait il va y avoir 2 autres films avec Matthew Broderick, puis l'actrice qu'on a revue nulle part, parce que finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas revu nulle part. Mais non, c'était vraiment... Puis en plus, on ne respectait... Moi, j'ai trouvé qu'on ne respectait rien. Tu sais, des films originaux. Je dirais pas juste du film original, même si ça se voulait comme un recommencement, mais on respecte rien. L'ADN de Godzilla n'est pas là. Non, c'est ça. C'est n'importe quoi. C'est un peu, si vous voulez, mon avis, comme tous ces autres films. Sur cette triste déclaration de déception par rapport à Emmerich et à son cinéma, on va enchaîner vers la 4e ère et celle dans laquelle on est présentement, qui est l'ère Reiwa. Ça se prononce comme ça, Chloé, toi qui sais parler un peu le japonais. Reiwa. Ben, ça fait long. Mon japonais, il date, là. Je me rappelle la prononciation. Mais oui, avec Shin Godzilla, sorti en 2016, réalisé par Hideaki Anno et Shinji Higuchi. Ça a été produit par Toho aussi. C'est le 31e film de Godzilla. C'est vraiment comme, contrairement à plusieurs films que j'ai pu remarquer, parce que moi, comme j'ai dit dans l'ancien podcast, c'est le premier que j'ai vu. Et ce qui m'avait surpris après, quand que j'avais vu les autres, c'était l'espèce de côté gentil de Godzilla. Et là, on revient aux sources. Là. Godzilla est pas gentil du tout. Là. En fait, c'est une métaphore de la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, je crois. Puis, c'est ça. C'est une force incontrôlable de la nature qui avance et qui détruit tout. Il y a rien d'autre un peu derrière ça. Là. C'est juste un monstre qui évolue. Il sort de l'eau, le design est extraordinaire. Si vous voulez mon avis, je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais le premier design avec les yeux globuleux, là, c'est un poisson, c'est extraordinaire. Moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Ensuite, la musique, tu sais, je sais que c'est souvent la même musique, mais elle est tellement forte dans ce film-là, ils l'ont reprise d'une façon extraordinaire. Puis voilà, c'était mes points. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Son positionnement dans la saga est intéressant aussi parce que justement, un peu comme on disait tantôt avec l'ère Millennium, c'est une série qui s'est faite un peu en réponse et en parallèle avec la nouvelle série hollywoodienne qu'on va attaquer tout de suite après. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme film aussi. Justement, il y a un côté où on revient à Godzilla comme une espèce de métaphore de une force de nature destructrice, pas humanisée, contrairement à bien de ses itérations. Il y a l'espèce de scène, le plan final avec la queue aussi, qui laisse beaucoup de questions puis d'interprétations. C'est vraiment un film intéressant puis que je conseille à voir à tout le monde qui sont peut-être un peu réverbatifs à rentrer dans la saga, notamment parce que peut-être des effets spéciaux peuvent avoir l'air un peu
passé date à certains égards, là, mais celui-ci est vraiment plus se faire apprécier, je pense, par n'importe quel public. Je pense que c'est un point d'entrée intéressant de la saga. Tu as dit que c'est le premier que tu as vu. Je pense que c'est quand même un bon point pour démarrer pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la saga puis qui veut embarquer dedans, puis qui est peut-être révélatif à un film en noir et blanc ou à des effets spéciaux de costumes en caoutchouc. Là. Ouais. On parlait d'horreur aussi. Ça, c'est un film d'horreur. Là. Je veux dire, c'est horrifiant, ce film-là. Il y a une scène aussi, d'ailleurs. Je pense qu'il y a 2 versions. Il y a une version qui ont coupé 20 minutes du début. Mais il y a une scène où on voit une famille en train de préparer un enfant pour partir. Puis Godzilla passe, puis tu vois juste l'immeuble qui s'effondre. Puis là, tu comprends que la famille puis l'enfant, c'est fini. Là, tu sais, c'est terrible. Là. Puis pendant ce temps-là, c'est ça, il parle beaucoup aussi il y en a qui disent, toi, Jean-François, tu disais qu'il y avait beaucoup de bureaucratie. Parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est que pendant la catastrophe nucléaire, le gouvernement a pas su comment réagir, donc ils ont un peu procrastiné, ils ont rien fait. Donc la première demi-heure, je dirais, c'est eux qui changent de bureau pour faire différentes réunions, puis qui se relancent la balle. Donc, t'as le ministre de l'Armée qui dit, ben là, non, disons, c'est pas de notre département, parce que nous, c'est une attaque humaine, ça, c'est pas humain. Donc, c'est du département des catastrophes naturelles. Puis les catastrophes naturelles disent, non, nous autres, c'est pas de notre département. Donc là, pendant que tu vois ces scènes de hommes, femmes en cravate puis en complet qui s'ostinent, ben tu vois le monstre qui détruit puis ça part immédiatement. Il y a pas de niaisage au début. Là. Ça commence, puis paf, Godzilla sort puis il détruit tout. Puis c'est ça qui s'est passé en fait, c'est que pendant que eux autres ils se relançaient la balle, ils jonglaient. Ben, en tout cas, ça c'est le point de vue du réalisateur. Là. Moi, je suis pas une experte dans l'histoire de ce qui s'est passé à Fukushima, mais dans le fond, les gens mouraient. C'est ça le message du réalisateur. Thomas Quentin, est-ce que tu as des choses à dire sur Shin Godzilla? Je pense que tu aimes bien aussi. Ouais, ben moi je pense que c'est définitivement le meilleur suite à l'original. Puis le film a vraiment eu un gros succès au Japon. Là. Il a gagné un peu l'équivalent des Césars ou Gala Cinéma Québec, là, juste l'industrie locale qui récompense le meilleur film japonais. Ben, cette année-là, c'était lui, donc ça a vraiment été bien reçu. Puis je suis parfaitement d'accord avec toi, en fait, Chloé. Fait que c'est un peu du copier-coller. Dans le sens que moi aussi, je trouve que c'est juste un très bon retour aux sources. Puis en même temps, on voit qu'il envisage un peu le Godzilla nouvelle génération, pour une génération justement qui est rendue ailleurs, que c'est le vieux Godzilla, c'est une affaire de leurs grands-parents un peu. Mm-hmm. Puis là, il revient, il fait son comeback, puis il prend un peu tout le monde par surprise dans un sens. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de bureaucratie, mais moi, je l'aime bien, cette comédie-là de bureau. Je trouve que c'est vraiment bien exécuté. Bien sûr, c'est vraiment de la comédie absurde, grotesque, mais ça fonctionne bien dans le cadre de ce film-là. Puis, parce que ça reste un commentaire social. Puis les scènes d'horreur, particulièrement celles du Atomic Breath, là, le souffle atomique, sont vraiment bien exécutées. Non, c'est ça, c'est pratiquement la meilleure scène de la série avec la finale de l'original. Là. Donc, moi, j'ai été super impressionné. Puis, on dirait que j'attends juste je serais comme, faites-en un par année, là, comme dans le temps de l'époque, des autres époques. Là, je suis client, je suis prêt à en prendre autant que vous en avez à donner. Puis les créateurs, c'est aussi les créateurs de Neon Genesis, là, Evangelion, qui est un autre fiction japonaise qui existe un peu dans cet univers-là de kaiju, de créatures géantes. On sait que au Japon, c'est gros, là, juste récemment, il y a Attack on Titan qui est un immense succès. Mm-hmm. Puis ça aussi, ça joue un peu avec les mêmes idées. Attack on Titan, c'est un peu plus à droite, j'ai l'impression. Là, c'est très construit comme faut se défendre contre les titans qui sont clairement les autres nations qui jouent sur l'échiquier mondial. Il y a le côté immigration.
Non, c'est ça. C'est un peu plus redneck, redneck japonais. Mais en tout cas, on voit vraiment ça. Ça fait partie de la culture. Puis c'est pour ça que des fois, je regarde les Américains essayer d'en faire. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu plus de difficultés. C'est que des fois, il y a cette espèce de côté-là perdu dans la traduction là, où on a l'impression qu'ils peut-être qu'ils comprennent pas aussi bien la portée de ce que c'est Godzilla. En tout cas, on va en reparler. Là, mais, Regarde ça pour les débats sur les Legends. ouais, c'est ça. Je veux pas te couper. Ce qui me ferait, c'est que vous parlez pas ou vous avez pas parlé du tout du fait que moi, ce que j'ai trouvé phénoménal dans ce film-là, c'est que Godzilla n'est pas Godzilla au début. On voit Godzilla se métamorphoser tout au long du film. Ouais. Et connaissant à l'avance le personnage, on joue avec le fait que le spectateur sait qu'est-ce qu'il va devenir. Et, le film est un peu une longue attente au début, je trouvais, pour arriver à l'aboutissement du monstre qu'on connaît. Et ils l'ont merveilleusement bien fait. Ouais. Il y a des passages qui sont inoubliables, anthologiques. C'est certainement un des meilleurs de toute la série. Je peux pas me dire que le film n'est pas bon, c'est un film extraordinaire. Je veux juste ajouter un commentaire, par contre, c'est que te parler du fait que le film est inspiré de la tragédie qu'il y a eu à Fukushima, je crois. Oui. Mais est-ce que déjà là, on ne pourrait pas dire que c'est le cas du Godzilla de 2014 qui a été fait 2 années auparavant? Et à ce moment-là, ma question, c'est est-ce que Shin Godzilla, qui veut, bon, d'une certaine façon, montrer une certaine indépendance avec le cinéma américain, n'a pas un peu repris quelque chose qu'on avait déjà abordé? Parce que c'est certainement pas Shin Godzilla qui a abordé pour la première fois l'idée. Moi, je suis convaincu que le Godzilla de 2014 traite exactement au niveau de la métaphore, là, je parle exactement du même drame. Ouais, mais c'est pas à la même échelle. Genre, est-ce qu'on va rentrer dans le... C'est ça, c'est sûr. Mais... on peut rentrer là-dedans, là, aussi. Là, on est rendu là. Parfait. Fait que, on va tout de suite switcher vers la portion des films Legendary. Fait que, on se retrouve tout de suite. The war. And they're the last ones standing. I keep reaching for greatness because I'm built from it. Who bows to who? Nobody gonna stop for me. Here we go. Kong bows to no one. Here we go. Donc oui, on est de retour pour parler des Legendary, la nouvelle saga des films américains centrés autour du personnage de Godzilla qui s'inscrivent dans le Monsterverse, l'espèce d'univers cinématographique qu'ils ont décidé de créer pour intégrer également King Kong avec Kong Skull Island. C'est 4 films pour le moment. Godzilla de 2014, Godzilla King of the Monster en 2019, Godzilla vs. Kong en 2021 et également Skull Island que je disais tout à l'heure. Je sais que dans nous 4, on est vraiment divisés sur cette saga-là. Il y a Jean-François et moi qui les aimons et il y a Chloé et Maroton qui les aiment un peu moins. Donc, on va les survoler chacun à leur tour de rôle pour finalement aller parler de Godzilla vs. Kong. Il va y avoir des spoilers. Désolé, on peut pas vraiment parler de film sans spoiler. Même pour le Godzilla vs. Kong, non, mais pour ceux qui veulent ne pas être spoilés s'ils l'ont pas encore vu, je vais faire l'avertissement quand on va entrer dans cette zone-là. Donc, je suis fier de commencer avec Jean-François. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Godzilla 2014 de Gareth Edwards? Moi, je trouve que c'est un phénomène cinématographique. Je trouve qu'on surpasse le blockbuster estival qu'on attendait. C'est un film qui est fait par un auteur et c'est un film d'auteur. Je m'excuse, on peut en faire avec des effets spéciaux. On a changé la paire du nucléaire qu'on avait auparavant. Là, c'est sûr Bon, il y en a qui vont dire que c'est peut-être un peu facile. Là, à cette heure, on parle des changements climatiques. Je trouve que c'est quand même pertinent. Tantôt, Chloé parlait du fait que Shin Godzilla s'inspirait de la tragédie qu'il y avait eu à Fukushima, le tsunami et tout ça. 2 ans avant Shin Godzilla, je crois que le
Godzilla 2014 de Gareth Edwards l'avait déjà fait. Le film est fascinant dans sa facilité à nous donner des clins d'œil à la fois au cinéma américain, mais au Godzilla d'époque. J'adore le fait que c'est long au début. Quand ça commence, on nous fait croire que l'importance du film va être les personnages humains. On les voit pendant à peu près 1 heure, on les voit évoluer. Et lentement, les monstres prennent leur dessus et les effacent pour une deuxième partie au film. C'est un des seuls Godzilla, parmi tous les Godzilla que je l'ai vus, et je les ai tous vus, où on insiste à ce point-là pour montrer l'être humain comme une fourmi devant la bête. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point on nous montre des réalités géographiques qu'on connaît, que ce soit un pont, que ce soit la vitrine d'un véhicule, pour nous montrer la grandeur du monstre. La scène du pont avec l'autobus scolaire est phénoménale. Le film a à peu près, à mon avis, 5 ou 6 moments anthologiques. J'adore le clin d'œil qu'on fait à King Kong avec la scène du métro, où on nous manipule vraiment, parce que le premier drame qu'on nous montre, c'est un enfant qui perd sa mère dans le métro. Puis là, on se dit, le soldat américain, il est là avec lui, il va le faire débarquer au prochain arrêt. Mais maudit, on s'en fout de l'arrêt du métro, il y a des monstres. Je trouve que c'est mené tambour battant. Un réalisateur, je crois qu'il a une signature, a été capable de nous montrer un film, un blockbuster avec un âme, sans avoir nécessairement l'ampleur de Jurassic Park. Je trouve que c'est un très grand film qui mélange à la fois le côté commercial et le côté cinématographique. Le montage est très bon. La cinématographie est sublime. Il y a des scènes où on voit la pluie qui tombe sur Godzilla, on la voit ruisseler. On a presque l'impression qu'on pourrait avancer la main et sentir sa texture. La musique d'Alexandre Desplat est, bon, comme toutes ces autres musiques, très, très, très prenante, ponctue le film. Et il y a même des acteurs que j'aime pas, que j'y ai aimé. Mais c'est sûr que c'est très difficile. On arrive à une période où on tente encore une fois de recommencer une franchise. Et là, on sait que le film de Roland Emmerich dépluie à tout le monde et on essaie de pas faire la même chose. Et c'est ça, moi je trouve que c'est au-delà d'un film commercial. Les critiques ne voudront jamais l'admettre, mais il y a étonnamment une recherche autant esthétique, symbolique que philosophique dans ce film-là. Et à mon avis, même si c'est peut-être pas le Godzilla le plus divertissant de tous, parce que je me divertissais, je crois que c'est un de ceux qui est le plus important historiquement parlant avec le premier film. C'est un de ceux qui l'est le plus, je trouve. Et j'adore le nouveau look du monstre, qui n'est pas pareil, on l'a changé. Je sais pas, vous en pensez quoi? Moi, je suis complètement emballé. J'adore. Vous aimez pas ça, vous, le fait qu'on a l'impression d'avoir un film qui nous raconte une histoire familiale, puis que subitement, on bascule, la famille devient comme un prétexte pour nous faire entrer lentement dans l'univers des monstres. C'est comme s'ils prennent le dessus. Je sais pas. Mais moi, je crois pas. C'est ça le problème. Je crois pas à l'histoire familiale. J'embarque pas pantoute. Le premier, là, l'histoire, non. Coupez-moi 1 heure de ce film-là, puis montrez-moi juste des monstres, mais essayez pas de me faire croire qu'il y a une histoire en arrière de ça, tu sais. Puis en plus, le côté américano-centrique, le gars, il y a une équipe de Japonais qui travaille depuis 10 ans sur l'étude de Muto, puis ils ont pas réussi à découvrir ce que le dude dans son sous-sol, l'Américain, a réussi magiquement. Tu sais, ça, c'est... Ouais, mais tout ça, mais quand même, tout ça, moi, je trouve que c'est de la poudre aux yeux cinématographique pour nous faire savourer davantage la deuxième partie. J'ai jamais pensé que c'était si important que ça, qu'on nous développe la famille comme on le ferait dans un film d'Ingmar Bergman. On est quand même dans un Godzilla.
c'est sûr que les personnages ne sont pas les personnages les plus développés au monde, mais en même temps, pouvez-vous me nommer un autre chapitre où c'est le cas, où ils sont si bien développés? Ben, moi, je trouve que le deuxième est mieux, puis le troisième aussi. Déjà, les personnages, on dirait qu'ils sont mieux, plus en profondeur que le premier. Ben oui, non, ben je vais enchaîner un peu puis faire du pouce sur ce que Jean-François disait. Moi, tu sais, t'as parlé rapidement tantôt, t'as comparé un peu à Jurassic Park. Moi, je trouve que dans ce premier Godzilla-là américain, il y a vraiment une saveur blockbuster à l'ancienne. Puis on parle de Jurassic Park, de Spielberg. Moi, je pense qu'il y a quand même une filiation qui se fait beaucoup plus que dans le film de TriStar de Roland Emmerich, dans le sens où beaucoup de gens ont critiqué le fait que Godzilla apparaissait avec parcimonie puis qu'on le voyait pas, puis que mais moi, je trouve que c'est le même résultat que c'est le même effet de mise en scène qui est pour le requin dans Jaws ou pour le T-Rex dans Jurassic Park. Puis dans un certain sens, Godzilla, il va apparaître, puis il n'y a pas nécessairement encore de personnalité, il est encore plus vu comme un symbole de la nature. Puis moi, je trouve que justement, le rapport d'échelle qu'on retrouve dans ce film-là de 2014, c'est vraiment la nature. C'est comme beaucoup filmé, il va y avoir beaucoup d'images d'insectes, d'images d'animaux, les oiseaux qui volent, qui vont être beaucoup représentés dans le film. Puis je pense que c'est vraiment une idée de mise en scène de faire l'être humain devant la grandeur et la destruction que la nature peut provoquer. Puis justement, à ce niveau-là, le fait d'avoir un drame familial qui s'est joint à ça, même si ça ne va pas nécessairement super dans la profondeur, je trouvais que ça faisait justement ramener ça peut-être à une espèce de côté universel de l'être humain pris là-dedans, l'être humain at large, pas un personnage en particulier, juste l'être humain. Puis je trouvais que ça marchait à ce niveau-là. Mais je pense pas que c'est toujours... tu sais, Chloé a dit couper la première heure pour nous montrer le monstre au plus vite, mais en même temps, si on y pense, le film de Roland Emmerich, on voit Godzilla dans la première scène. Je veux dire, à un moment donné, on voit un bateau, on le voyait dans l'eau, puis tout ça. Le fait de ne pas le montrer, comme tu disais tantôt, je trouve que c'est vraiment juste ce que tu as remarqué à propos de Jaws ou de Jurassic Park, c'est que je trouve ça très pertinent qu'on ne le voit pas tant que ça au début. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que tant qu'à nous présenter une histoire boboche, présentez-nous-la pas. C'est ça que je veux dire. Parce que c'est pas le fait qu'on voit pas assez de monstres qui me dérange, c'est plus le fait que l'histoire, j'y crois pas vraiment, ça m'intéresse pas. Fait que j'aimerais mieux, tu sais, j'aurais préféré un film plus court, avec un petit peu moins d'histoire ou une histoire qui se tient mieux, tu sais, que... Mais moi, personnellement, je pense que je me trouve entre vous deux, dans le sens que je considère que c'est le meilleur de la nouvelle franchise. Puis d'ailleurs, on va arriver à Kong tantôt, mais c'est quand même fou comment on est passé d'un ton à un autre entre ces deux films-là. Tu sais, on n'a vraiment pas l'impression d'être au même endroit puis dans le même genre de sous-texte. Moi, c'est un film que j'apprécie, celui de 2014, mais je le vois plus comme un film d'occasion manquée, malheureusement. J'arrive pas à accrocher autant que je voudrais. Je me souviens du teaser, qui est, selon moi, un des meilleurs teasers des dernières années, c'est-à-dire une des très bonnes scènes du film où il saute, puis c'est sur la toune de Monolith dans 2001, l'Odyssée de l'espace, saute de l'avion, puis il y a plein de jeux d'échelle avec les nuages, ils vont traverser différentes couches de nuages, le ciel est rouge, ils ont des flares accrochés à la cheville, puis on les voit descendre. C'était vraiment spectaculaire. Puis Gareth Edwards, qui à l'époque il avait fait un film, Monsters, avec 30 000 $. Ça avait été un buzz, mais c'est quelqu'un qui arrivait de ça, d'une scène hyper indépendante. Puis, selon moi, c'est un des cinéastes qui m'a le plus épaté au niveau jeu d'échelle, justement, au niveau composition visuelle. Ce gars-là, c'est un peintre. C'est vraiment spectaculaire, la façon qu'il présente les créatures, qu'il anticipe tout ça. Au niveau visuel, j'ai rien à redire. D'ailleurs, il a été faire un Star Wars par la suite, puis c'est exactement la même chose, là, en termes de pure représentation esthétique de Star Wars. C'est comme un fantasme devenu réalité, son film.
Par contre, moi, c'est un peu, je me trouve un peu à la même place que Chloé, c'est-à-dire que j'ai pratiquement l'impression que ces personnages, puis je comprends ce que tu dis, Jean-François, tu sais, que le but, justement, c'est d'effacer l'humain face au gigantisme de la créature. Puis c'était probablement l'esprit, d'ailleurs, du film original qui a été bien respecté par le cinéaste. Mais, tu sais, t'as pratiquement l'impression de te retrouver dans l'esprit d'un Robert Bresson, là, qui disait, les acteurs, c'est pas des acteurs, c'est des mannequins, là. Genre, c'est quelqu'un qui prend la pose dans un plan, puis qui sert esthétiquement à quelque chose. Moi, j'en suis presque là avec le personnage de Aaron Taylor Johnson, qui est une espèce de statue de glace, avec une histoire pas très intéressante, mais ce que je trouve bizarre aussi de ce film-là, c'est que le film veut un peu avoir le beurre et l'argent du beurre là-dessus, parce que le personnage est très en retrait, va souvent disparaître pendant une partie du film, va réapparaître, mais il est tout le temps là. En même temps, ils vont l'écrire pour que, bon, quand la créature est au Japon, il est au Japon. Quand elle vient à Hawaï, il est à Hawaï. Quand elle vient à San Francisco, il est rendu à San Francisco. Puis, ce personnage-là, excusez. C'est parce qu'il y a une fonction aussi dans le scénario, là, c'est sûr. C'est un personnage qui a une fonction, c'est d'être notre point de vue sur les événements. Oui, mais c'est trop clair que c'est la fonction du scénario, tu sais, comme Marc-Antoine vient juste de dire, tu sais, il est pas chanceux en mots, t'as dit. Je veux dire, il y en a combien des pays dans le monde, puis il faut que Godzilla le suive. Non, c'est ça. C'est juste une figure qui se déplace physiquement à chaque endroit où est la bête, vu qu'il y a strictement rien à raconter autour de lui. On dirait qu'il est juste là pour être un témoin, comme un homo sapiens, là, ça en prend un dans l'histoire, puis c'est lui. Moi, c'est ça, une des choses que avec ce personnage-là, puis ce film-là, c'est que d'un côté, ils vont utiliser le fameux effet jazz dont tu parlais. Donc, on garde Godzilla en retrait, on le montre pas, on va montrer des parties de lui. À un moment donné, on le voit dans un aéroport, mais là, il fait probablement la chose la plus controversée de ce film-là, c'est-à-dire une ellipse quand il s'apprête à affronter l'autre créature. Tu sais, il s'arrête. Il monte la caméra, on voit son visage, puis transition au lendemain matin. On verra pas le combat, bien sûr, ça avait frustré certaines personnes. Mais ce fait-là de garder Godzilla en retrait du film, de le garder caché, de garder aussi le protagoniste en retrait du film, ça fait un film où le centre est vide, puis il y a personne pour l'occuper. On dirait que tout le monde est secondaire. Puis dans les films japonais, tu sais, où souvent tu as une tapisserie de personnages, il y en a plein partout. Puis ça va plus être axé, on dirait, sur la créature, puis je vois plus le fil narratif, tandis que dans celui-là, j'ai vraiment de la misère. Fait qu'il manque quelque chose, mais niveau visuel, c'est un des plus beaux films de Godzilla, sans conteste. Là. C'est pas mal ça, mon avis. Et moi, je voudrais juste dire une affaire, c'est que vous parlez beaucoup du côté narratif de la première partie, mais je pense que la première partie du film est à voir un peu comme Raphaël le mentionné tantôt, c'est-à-dire Godzilla est finalement plus grande nature, il est la nature lui-même. Puis je pense que la première partie du film, que vous dites Boboche, sert juste à montrer ça. Pendant qu'on voit le personnage du soldat, on nous filme Godzilla à la télé. À un moment donné, il embarque dans un métro, on entend des conversations de personnes qui vont parler de Godzilla, puis dire à quel point il y a un drame qui arrive. J'ai l'impression que le côté utilité de la première partie n'est pas du tout de nous raconter l'histoire de cette famille-là, dont, faut le dire, on se fout éperdument, mais de nous montrer l'ampleur du monstre. On pourrait dire des monstres, mais comme je disais tantôt, de la façon qu'il a choisi de filmer la grandeur de Godzilla pour nous montrer qu'on était quasiment une fourmi à côté, c'est à partir du début du film qu'on ressent ça. Mais tu trouves pas qu'il y a un paradoxe, justement, à essayer de montrer la famille américaine typique comme quelque chose de si petit devant l'ampleur du monde, l'ampleur de la technologie, l'ampleur de la nature, mais d'un autre côté, de montrer l'individu principal comme quelqu'un d'aussi connecté à la progression de l'intrigue. Je sais pas, pour moi, ça se désamorce un peu soi-même en montrant une espèce d'individu un peu omniscient, un héros assez typique, même s'il est petit puis il apparaît peu, ça reste que c'est lui qui fait avancer l'intrigue. Puis on dirait que là-dessus, en tout cas, moi, ça m'a pas. Cet élément-là vient. Je trouve pas qu'il fait avancer l'intrigue autant qu'il a subi. Là, il a subi, mais il est important. C'est tout le temps. On dirait que la fatalité le suit. C'est lui le catalyseur de tout ça. Puis,
En tout cas, je trouve pas que ce personnage-là est bien exploité. Soit je l'aurais mis encore moins, soit je l'aurais mis encore plus, mais on dirait que l'endroit où ils l'ont mis, on dirait qu'ils sont comme trop timides de le mettre encore plus en retrait, mais en même temps, le cinéaste ne voulait pas nécessairement le mettre plus de l'avant. Puis ça me tanne. La psychologie du personnage est vraiment mal développée aussi. Là. Ouais. Moi, je suis Moi, ça vient me chercher. Si je crois pas au personnage, j'embarque pas dans le film. Puis ça a été le gros point faible pour moi du film. Là. Ouais. Pour moi, le danger d'un film comme ça, qui est un peu de l'école Christopher Nolan, puis qui se prend mortellement au sérieux, c'est que des scènes qui, même dans un Kong versus Godzilla, seraient juste drôles, divertissantes, ici, ça devient des irritants. Par exemple, la scène de l'autobus sur le pont avec les enfants l'armée est tout autour d'eux, puis ils jouent comme si c'était moi qui s'en allais à ma sortie éducative à la ferme des autruches. C'est plein de petits éléments comme ça qui étaient juste franchement, ça c'est rendu là, c'est des détails là. Non, mais c'est des détails. C'est des détails qui font décrocher. Moi, il y a une autre scène aussi, à un moment donné, il sort, il y a un gros masque, puis il rentre dans l'endroit qui est comme supposé être radioactif. La première chose qu'il fait, c'est qu'il enlève son masque. Ouais. C'est à quoi ça servait. Deuxième chose qu'il fait, il prend ses jumelles, puis il regarde, puis t'as un énorme monstre qui est là. T'avais-tu vraiment besoin de tes jumelles? C'est plein de petits détails comme ça que tu fais. Ben voyons donc. Une des scènes qui m'a... c'est con encore, là, mais c'est une petite scène où t'as une réceptionniste à l'hôpital, puis elle regarde à la télévision, genre que Las Vegas est à l'attaque, puis le but de ce personnage-là, c'est de répondre au téléphone puis de passer son chum à le personnage d'Elizabeth Olsen, là, qui est la blonde. Puis la façon qu'elle regarde la télé, c'est con, là, mais la façon qu'elle regarde la télé, on dirait genre que c'est LCN puis c'est Denis Lévesque. Là, elle a zéro l'air de quelqu'un que genre le World Trade Center vient d'arriver. Là, juste bien casual à sa job à répondre au téléphone. Allô, un peu genre ennuyé. C'est juste le genre de scène que avec un ton plus relax, plus léger, de film de kaiju, on est comme, je m'en fous, mais dans un film que Christopher Nolanesque, ben, on dirait que ces petites affaires-là, ça devient la fin du monde, des fois. Là. Mais ça fait décrocher. Hey, moi, je t'écoute, j'ai tellement trouvé le fun et bonne, la scène de l'autobus, que depuis tantôt, vous en parlez, j'ai presque hâte de voir le film pour le réécouter. Non, sérieux, j'ai adoré la scène. C'est drôle parce que j'avais pas vu peut-être ça de votre angle, je sais pas. Moi, je trouvais que c'était le fun, que les jeunes jouent puis s'aperçoivent peut-être pas tant que ça. J'ai pas d'enfants, fait que peut-être que je les connais pas assez pour savoir. Mais de toute façon, genre, dans la vie, il y a du drame et de la comédie. Là. Il n'y a rien qui est comme 100% dramatique puis 100% comédique. Ouais. Je pense que c'est correct d'en avoir un peu. Peut-être que vous allez dire que je suis de mauvaise foi et que je veux trop le défendre, mais moi, perso, ça me gêne pas tant que ça qu'il y ait une scène un peu qui nous fasse sortir comme ça parce que pour moi, ça représente un peu ce que c'est l'existence humaine de toute façon. Là. Mais là, je pense qu'on a dit beaucoup de choses puis qu'on commence à... Et qu'on va tout de suite enchaîner vers King of the Monsters. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur King of the Monsters? Est-ce que, justement, moi, si je peux juste dire 2 mots avant de commencer pour ce film-là, je trouve qu'avec le Godzilla 2014, King of the Monsters, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Qu'il y a vraiment... les 2 films respectent Godzilla, je trouve, sur des aspects différents. Comme on disait tout à l'heure, Godzilla, le premier, c'était plus le côté genre nature, puis la force destructrice de la nature. Puis le deuxième, King of the Monsters, c'est vraiment plus tout le côté que les monstres vont gagner en personnalité, puis ils vont avoir le côté aussi de s'identifier, puis de l'humanité et les monstres qui travaillent ensemble en équipe, cohabitent, qui est une idée qu'on retrouve beaucoup dans la saga aussi. Puis justement, je trouvais que les deux étaient vraiment très en phase avec ce qu'est Godzilla pour des films américains et non japonais. Et celui-là en particulier, je trouvais qu'il venait chercher tout ce qui manquait peut-être pour représenter la saga en entier dans le premier Godzilla et il vient le faire à sa sauce. Puis juste deux trucs qui m'ont vraiment marqué aussi sur ce film-là, c'est le visuel évidemment, mais aussi beaucoup la bande sonore, la musique que j'ai trouvé vraiment très bien placé et qui va réutiliser beaucoup des thèmes traditionnels.
qui vont être réorchestrés. Puis je trouve que le message son et tout est vraiment impressionnant. Puis les cris traditionnels aussi de Godzilla puis de King Ghidorah. Tout ça, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est vraiment plus peut-être lors du fan service, beaucoup dans ce King of the Monsters-là, mais qui vient vraiment ajouter à la saga tout ce qui fait le reste de l'ADN de Godzilla. Je sais pas c'est quoi votre point de vue sur celui-là, vous? Pour moi, c'est vraiment un désastre, King of the Monsters. C'est pratiquement le pire film de la série. Tant qu'à moi, je l'ai trouvé absolument mauvais, mais à tous les niveaux. Pour moi, c'est ni un divertissement de cerveau à off, ni un film qui a la gravité du précédent. Il y a vraiment rien dans celui-là qui fonctionne. Je sais qu'il y a disons que sur les combats de monstres dans celui-là, il y a comme vraiment un affrontement, puis on dirait que c'est le genre d'affaire qu'à un moment donné, ça finit par être une question de subjectivité. On peut pas débattre pendant 8 heures de j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça. Moi, par contre, la façon que c'est mis en scène, j'ai trouvé ça vraiment peu inspiré. C'est tout le temps des monstres qui se battent dans des espèces de tempêtes de CGI. Le look des créatures, dans le film précédent, on a beaucoup moins de créatures, on les voit beaucoup moins. Tu sais, c'est tout le temps par la subtraction, less is more. Mais visuellement, la photographie, quand on les voit dans le film, on voit les créatures dans le film de 2014, on est tout le temps comme wow. 5 ans après, on voit les mêmes monstres qui sont souvent en plein écran, puis des grosses couleurs. Moi, je les trouvais zéro. Tu sais, j'avais vraiment l'impression que c'était CGI de bord en bord. J'ai jamais eu cette crédibilité-là visuelle, puis la façon que les combats sont mis en scène, ça m'a pas du tout comme excité. Le côté fan service, justement, n'est pas venu me chercher. Tu sais, c'est cool, là, Mothra dans un film états-unien, mais moi, ça ne m'a pas suffi. Puis sinon, niveau scénario, personnage, celui-là, c'est une débâcle complète. Le personnage de Kyle Chandler là-dedans, qui est comme un peu le lead, l'espèce de héros un peu trumpien de cette période-là, un peu conspirationniste, qui crie tout le temps, qui se bat contre son ex, joué par Vera Farmiga. C'est un des pires leads de blockbuster de récente mémoire. Tu sais, je capotais comment je trouvais ça poche. Puis c'est un film qui vraiment là, va te servir de la grosse exposition tout le temps, mais c'est là où on aimait la bureaucratie dans Shin Godzilla. Moi, la bureaucratie dans les sous-marins de King of Monsters, j'ai compris là, comment on pouvait s'emmerder là, dans un truc de cravate. Donc, tout ça mis ensemble, c'est un désastre. J'ai vraiment pas aimé ça. Je vais vous laisser embarquer. Ben, tu sais, ben oui, je trouve que le scénario de King of the Monsters est assez limité. J'aime, par contre, des acteurs qu'on a choisis. Je crois que le méchant Charles Dance est phénoménal en seulement quelques scènes à l'écran. Vera Farmiga, même si on comprend pas toujours son comportement, je le trouve très adéquat dans le rôle. J'apprécie beaucoup le film parce que il me fait peur. Le roi Ghidorah me terrifie dans ce film-là. Quand il arrive au début puis qu'on voit les têtes sortir, c'est sûr que c'est trop sombre. Puis à un moment donné, quand on écoute le film, ça devient, comme tu disais, une tempête de CGI, oui, mais maudit que c'est le fun. C'est peut-être un film où on met notre cerveau à off. On peut pas... même si j'ai trouvé quand même qu'il y avait certaines allégories vraiment intéressantes, j'ai adoré le plan, comme je disais, qui est peut-être un petit peu facile, je l'admets, mais où on voit le roi Ghidorah avec un crucifix, un énorme crucifix devant, et que l'idée est que, regardez, c'est ça les dieux maintenant. J'ai trouvé ça, je sais pas, j'ai bien aimé. C'est cool de voir tous ces monstres-là ensemble. Il y a des passages avec même la jeune actrice, voyons, Billy, Molly, voyons quoi elle s'appelle? Millie Bobby Brown. Oui, c'est ça. Je retiens jamais son nom à elle. Il y a des scènes avec elle qui sont super le fun. Mais oui, c'est sûr qu'on va plus chercher d'archétypes américains. Je trouve que dans l'autre, tu sais, le stade américain devient un lieu quasiment bon. Il y a plein, tout le long du film, on pourrait reprocher plusieurs éléments à ce moment-là plus faciles.
Mais tabarouette, c'est quand la dernière fois qu'on a vu un combat aussi trippant? Non, mais je veux dire, on n'a pas la chance de voir des films comme ça souvent au cinéma, là, puis juste pour voir Ghidorah et ses 3 têtes sortir du trou, ça valait le prix d'entrée. J'étais satisfait. Puis c'est un peu comme Raphaël disait, peut-être que le premier film, quand on le voyait, il nous faisait l'effet d'un électrochoc parce qu'on avait quelque chose de nouveau. Et avec celui-là, j'avais l'impression de renouer avec des vieux amis. Mm-hmm. J'avais l'impression de me relancer dans les anciens films que j'avais vus. Et vous allez peut-être trouver que j'abuse, mais je trouve que tous les reproches qu'on peut faire au film, c'est un peu, d'une certaine façon, tout ce qu'on pourrait faire aux vieux épisodes qui ont tous ces monstres-là aussi, qui sont plus ou moins tous des films au grand public, d'une certaine façon. Puis, mais moi, je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est le plus terrifiant des 3. Les monstres sont quand même fabuleux. Je veux dire, à défaut d'avoir été épaté au niveau scénario, il y a quand même des passages filmiques que j'ai trouvé bien. Puis, j'ai trouvé ça quand même pleinement satisfaisant. Je savais ce que j'allais voir. Quand déjà dans mon annonce, on voyait qu'il y avait tous ces monstres-là. Je ne m'attendais pas à avoir une intrigue recherchée. Peut-être que c'est un problème, justement, de ne pas s'attendre à ça. Mais je ne m'attendais pas à avoir un très, très gros scénario. Je voulais un combat entre les monstres, puis je l'ai eu. Mais je suis assez d'accord. Tu dis c'est peut-être un défaut de s'attendre à ça, mais en même temps, on parle de la saga Godzilla où c'est que 80% des films ont des scénarios assez bancals. Oui, je veux dire, celui-là ne fait pas exception tant que ça. Mais c'est le seul où un homme absolument désagréable lutte contre les terroristes climatiques. Mettons que c'est comme pas genre c'est comme une sous-intrigue que je me grattais un peu la tête. J'étais comme, OK, dans le fond, il faut que je sois contre les méchants globalistes qui veulent ruiner nos vies avec leur théorie des changements climatiques. Je trouvais que ça lorgnait un peu vers la droite comme film. Oui. Puis le personnage principal, puis ces espèces de discours, moi, m'ont totalement tapé sur les nerfs. Fait que ça fait partie un peu de ce qui m'a frustré, alors que, tu sais, oui, il y en a plein des films japonais là, qu'on se met le cerveau à off, puis que dans cette série-là, puis que j'ai full de fun, tu sais, puis celui-là, j'étais prêt à faire ça. Je l'ai fait d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Kong Skull Island, là, c'est le même genre de film un peu bête, mais moi, je me suis définitivement amusé avec celui-là, puis c'est tout ce que j'attendais de King of the Monsters, et je l'ai pas eu parce qu'il y avait trop d'irritants. Moi, c'est drôle parce que j'ai pas trouvé que c'était de droite. Ouais, c'est ça, j'ai pas trouvé que c'était de droite parce que j'ai trouvé que tous les personnages, même les méchants, étaient pas tant haïssables. Tu sais, comme, les méchants, tu sais, parce que le gars qui dit l'humanité, j'ai vu ce dont l'humanité est capable, on est dû pour être éliminé. J'étais un peu d'accord. Dans un sens, là. Ah, mais c'est parce que tu fais peut-être partie des méchantes gauchistes qui sont peintes par le film. Exactement. Mais oui, mais sinon, tu sais, je l'ai trouvé, c'est ça, correct. Oui, par contre, je suis d'accord avec toi, Jean-François, pour cela. Je trouve les combats de monstres sont vraiment nice. Moi, j'ai bien aimé Mothra avec ses petites pattes, là, quand elle arrache le cœur là, à la fin. Là, ça, j'ai bien aimé ça. Oui, puis le premier plan sur Mothra qui déploie ses ailes, là, c'est quelque chose de vraiment divin. Là, il y a quelque chose de vraiment génial. C'est ça. Ouais. Donc, ça, là-dessus, je suis d'accord avec vous autres. Puis, le personnage de la petite fille puis de la mère, j'ai trouvé que c'était intéressant la relation qu'il y avait. Puis, tu sais, je veux dire, la petite est adolescente, fait que c'est sûr qu'elle va avoir une relation complexe avec sa mère. Ça, j'ai trouvé que, moi, j'y croyais plus à aller. La seule raison pour laquelle je dis que c'est pas un film extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, je checkais ma montre, tu sais, puis je me disais, bon, on va-tu finir, là? Mais, tu sais, donc, correct. Bon, ben, là, on arrive enfin vers Godzilla versus Kong. Fait que là, vous devez prendre pour acquis que nous, on a tous vu le film et qu'on va spoiler. Donc, si vous voulez pas avoir aucun spoil et voir si vous n'avez pas encore vu le film, fuyez, pauvre fou. Sinon, on prend pour acquis que vous avez vu le film ou que vous vous en foutez. Donc, voilà. Donc, Godzilla versus Kong de Adam Wingard.
Qu'est-ce qu'on en a pensé? Moi, j'ai trouvé que c'était exactement ce à quoi je m'attendais personnellement. Là. Si vous avez vu un peu les bandes annonces, vous savez qu'est-ce que vous allez retrouver. Le film est très honnête dans sa démarche, qui est de faire un film Godzilla versus Kong. Contrairement au peut-être précédent film de la saga, il y a vraiment un accent qui va être mis beaucoup plus sur les kaiju, sur les monstres. Et Kong, comme on l'a dit au début du podcast, il y a toujours eu ce côté-là un peu métaphore humaine, où c'est qu'on se retrouvait dans le personnage. Il y a toujours un pathos chez Kong qu'on n'a pas nécessairement toujours retrouvé chez Godzilla, qui a toujours été plus une métaphore de la nature, alors que Godzilla avait peut-être plus un rapport à l'humanité. L'inverse, Godzilla était la nature, puis Kong était l'humanité. Je commence à être fatigué. Puis je trouvais qu'il y avait comme le côté très intéressant de ce film-là aussi, c'était de faire rentrer un personnage comme Kong, qui est une autre espèce de métaphore de la nature, mais qui est comme un peu l'humanité aussi. Puis sa place dans le film qui rend la position de Godzilla un peu ambiguë à certains moments. Il vient vraiment créer une dynamique intéressante. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de Godzilla versus Kong? J'ai trouvé ça, comme tu as dit, super bon. Ce que j'ai aimé, c'est que j'ai trouvé qu'on nous signalait dès le début du film que ça allait être une grosse farce, que ça allait être un spectacle. On le fait avec une scène un peu à la Truman Show au début du film où on nous montre finalement que Godzilla est observé. En fait, on est presque le personnage de Rebecca Hall avec les scientifiques parce que c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est observer Godzilla, King Kong ensemble qui vont se battre. Et dans cette façon-là, j'ai trouvé qu'on nous soulignait presque regardez, c'est ça que vous voulez, là, un show? Bon, on va vous en faire un. Puis, j'ai trouvé ça, c'est ce que c'était. C'était un show super intéressant. C'est sûr qu'avec Internet, et là, c'est clair que les réalisateurs, ils ont lu tous les reproches qu'on a fait aux 2 premiers films en ligne. Premièrement, on a tellement reproché que le 2e film était sombre que là, c'est même quand les combats se passent la nuit, il y a des néons fluorescents. On a l'impression presque d'être dans un... C'est incroyable. Je veux dire, c'est presque Walt Disney. On dirait que c'est des bonbons magiques qui allument. Mais en même temps, ça marche parce que les combats, on les voit mieux. Ce qui est intéressant aussi, c'est on l'a tout mentionné partout, le fait qu'il y a il y a énormément de clins d'œil, que ce soit à E.T., que ce soit au Poseidon Adventure, que ce soit à Jules Verne, on pourrait le passer des heures à juste nommer les clins d'œil qu'on a fait, mais je les ai pas trouvés gratuits. Contrairement à d'autres films qui font juste élaborer une série de clins d'œil à d'autres œuvres de façon plus banale, je les ai pas trouvés gratuits. On peut reprocher, je trouve que les personnages sont extrêmement plats, si vous voulez mon avis, mais en même temps, plus que j'aimais, on s'en fout. Le play, c'est de voir les 2 monstres. Je suis pas si d'accord que ça, que je trouve qu'il n'y en a pas un qui a gagné. Parce que finalement, le personnage qui reste sur Terre, c'est Godzilla. Et King Kong s'en va dans un monde... Bon, bref, on pourrait en parler longtemps, mais d'après moi, Godzilla va être toujours le gagnant. Mais j'ai trouvé que c'était peut-être un des problèmes, justement. Mon amour pour Godzilla a peut-être fait que j'ai trouvé qu'il n'était pas assez présent. Et que Kong avait peut-être trop la vedette, avec des scènes parfois un peu bon enfant. Tu sais, la petite fille qui parle de souris muet, là, on a vu ça dans les années 80 dans Project X, là, tu sais, là, il parlait de souris muet avec les singes, là. Non, mais c'est sûr, c'est très attendrissant, puis quand on met un enfant, là, tout le monde aime ça, mais c'est un petit peu facile. Là. Mais c'est pas parce que c'est facile que c'est plate, tu sais. On s'amuse pendant la totalité du film, les combats sont filmés avec des plans de caméra comme on pouvait quasiment pas s'y attendre. J'ai été surpris par plusieurs plans et c'était, comme je disais, c'était un tour de manège, puis c'est extrêmement agréable à réécouter. J'ai hâte de le revoir.
Hey, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'on disait sur le premier. Parce que on parlait de l'humour, qu'il n'y avait pas d'humour. Ben, moi, je trouve que dans celui-là, il y en a justement, tu sais, la fille qui va trouver l'espèce de conspirationniste, puis qu'ensemble, ils se ramassent à Hong Kong. Tu sais, c'est absurde. Puis pendant ce temps-là, tu as le père de la fille qui existe pas du tout dans le film, d'ailleurs. Ouais, il est Puis complètement. Ah, Ils l'ont effacé, là. c'est ça, puis qui essaie de l'appeler, puis qui est comme... Mais là, tu vois, ça m'a pas tant dérangé parce que justement, l'humour était assumé. C'est comme, OK, genre, ben oui, ils sont descendus dans une base ultra secrète, seuls, sans que jamais personne les ait vus. Ils se sont ramassés dans Exactement, une espèce de sonde. Tu sais, dans la cage des Skullcrawlers qui s'en va C'est directement se faire mettre contre Mecha Godzilla. exactement, mais là, c'est tellement gros que c'est assumé, c'est correct. Moi, ce bout-là m'a pas tant dérangé que ça. Puis oui, comme tu disais, Raphaël, Kong est très humain, tu sais, puis ça m'a fait réaliser que ben, par leur nature, tu sais, Kong, c'est un singe, puis Godzilla, c'est un lézard, dans le fond, fait qu'il y a pas de... Tu sais, donc, forcément, tu sais, il y en a un qui est plus mammifère que l'autre, donc il y a plus d'émotions, il est plus connecté peut-être à l'être humain. Fait que ça aussi, j'ai trouvé que c'était un personnage qui était intéressant à mettre à opposer, dans le fond, à Godzilla, justement, par leur nature. Mhm. Puis, voilà, sinon, oui, j'ai trouvé ça, j'ai bien aimé celui-là, moi. Tu vois, le débat s'arrête là. T'as marqué, Antoine? Ben moi, j'ai aimé ça, voyez-vous, enfin. Non, mais ça a pris 4 essais, puis on a enfin eu comme un vrai être humain relatable dans celui-là, c'est-à-dire le personnage de Rebecca Hall. Et c'est drôle parce qu'en même temps, autant le premier de 2014 essayait tellement d'être le Gojira de 1954, de retrouver sa gravité. Là, on sait qu'on essaye de faire le Showa era du samedi matin pour les jeunes. Là, tu sais, c'est définitivement pas la même vibe. Et contrairement à King of Monsters, qui avait un peu le cul entre deux chaises à ce niveau-là, celui-là s'assume pleinement. Ces personnages ont une fonction plus comme inutile que jamais. Mais c'est ça, contrairement à un Godzilla de 2014, on s'en cache pas. Il y a personne que c'est vraiment son histoire. Il y a la team Kong, il y a la team Godzilla qu'on ramène de 2019. Heureusement, en laissant Kyle Chandler de côté. Il y a juste 2 scènes et selon moi, c'est 2 de trop. Mais c'est bien de s'en être débarrassé. Tu sais, d'un côté, tu as Millie Bobby Brown, de l'autre côté, tu as la nouvelle jeune fille qui est introduite. Puis effectivement, c'est plus Kong 2, mais justement, il y a eu 2 Godzilla, puis il y avait juste eu un Kong. Fait que c'était bien d'avoir un genre de Kong 2 où on connecte davantage avec lui, puis Godzilla reste une figure qui impose plus le respect, plus menaçante dans cette intrigue-là, tandis que Kong, ben clairement, on est loin du film de Peter Jackson, là, même avec celui de 2017, on est définitivement dans quelque chose de plus léger et un peu prompt à déconner, tu sais. Fait que c'est ça, moi j'ai trouvé ça super divertissant. Adam Wingard, définitivement plus talentueux pour mettre les combats en scène que Michael Dougherty, son prédécesseur, là, qui pourtant avait fait des films comme Trick or Treat puis Krampus, mais j'aimais vraiment pas le style des combats la dernière fois. Ici, ben c'est ça, il y a des néons partout. Il y a une scène où ils sont dans un ascenseur puis il y a comme 10 néons mauves, là, je capotais. Si vous avez vu Wingard, ça fait longtemps qu'il fait de l'horreur. Il y avait même eu, à l'époque où je pense son plus gros projet avait été fait avec 50 000 $ là, en 2011 à Fantasia. Là, il y avait une rétrospective de tous ses films avant qu'il sorte You're Next. Là. Fait que c'est quelqu'un qui roulait sa bosse depuis longtemps dans l'horreur super indépendante. Puis en 2015, il avait fait The Guest, qui est un film avec Dan Stevens, plein de néons, plein de synthétiseurs. Fait que j'avais l'impression de retrouver The Guest, mais en méga blockbuster. Là. Non, c'est ça. Tu sais, ils se battent à Hong Kong dans les buildings, puis chaque building a comme ses néons pour l'identifier. Mais c'est ça, on n'est pas dans Pacific Rim, là, mais tu sais, les combats sont le fun, puis beaucoup plus lisibles, tout simplement. C'est juste le fun de les voir. Tu sais, on est vraiment dans le Showa era, là, que on dirait
un match de lutte, mais juste l'espèce de combat totalement improbable là, sur des bateaux, alors que Kong, je veux dire, c'est un singe là, au milieu de l'eau, il est un peu, il est un peu dans une situation difficile, disons, mais la façon que c'est chorégraphié, moi, j'ai eu beaucoup de fun. Tu sais. C'est sûr que les personnages, des fois, tu te dis, il y a vraiment beaucoup de méchants pour tous les tuer ultimement. Là. Il y a comme le riche méchant, la fille du riche méchant, le scientifique un peu fucké, le scientifique fou, mais bon, ça finit par fonctionner pareil. Là. Tout le monde est là pour faire apparaître Mecha Godzilla, qui est super cool dans son design, puis que la seule chose qu'on peut regretter, c'est de ne pas le voir assez longtemps. Bref, c'est vraiment ce que Jean-François me disait tantôt. On sait ce qu'on s'en va voir, on se le fait servir. Puis cette fois-ci, contrairement à King of the Monsters, je n'ai pas de grosses plaintes à loger là, pour celui-là. Fait que bien diverti. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au match de lutte parce que le premier Kong vs Godzilla de 62, c'était vraiment. Il y avait vraiment ce côté-là aussi, là, qu'il y avait comme justement les Japonais qui allaient chercher Kong pour vraiment. Il y avait comme une espèce de métaphore aussi de la télévision qui faisait n'importe quoi pour avoir du ratings. Puis justement, je pense que c'est dans l'ADN aussi de faire combattre ces deux icônes-là. C'est le East versus West, le gros monstre américain versus le gros monstre japonais. C'est ça que les autres ont pas. Ils sont tous le sidecast de Godzilla, toutes les autres créatures, à part peut-être Gamera. J'espère qu'il va venir un jour. C'est une grosse parenthèse. J'espère qu'il va venir un jour dans cette lore américain-là. Mais non, c'est ça. C'est sûr que King Kong, c'est le gros kaiju. On en a quelques-uns qui sont venus aux États-Unis, mais King Kong est définitivement celui avec la plus grande aura. Donc, c'est sûr que oui, il y a vraiment cette espèce de clash des cultures-là qui va faire que ça reste, de toutes les fêtes qu'on a dans cette franchise-là, c'est le plus épique, le plus signifiant. Fait que c'est bien comme pour lancer cette espèce de Avengers des kaiju que je sens qui pourrait venir, surtout avec le succès que celui-ci est en train d'avoir. Là. Avez-vous l'impression, moi je soupçonne depuis longtemps que on va lentement associer Pacific Rim à cette franchise-là. Et avec la finale, je trouvais qu'on n'était pas si loin. On pourrait, c'est Legendary aussi. Fait que c'est ça, c'est ça. J'avais l'impression, quand j'ai vu la fin du film, où il y a un personnage qui devient on sait que le Mechagodzilla devient comme son alter ego géant, on pourrait dire. Ouais. J'avais l'impression qu'un peu on sentait le pouls pour voir si les spectateurs pourraient peut-être aimer éventuellement mélanger la franchise de Pacific Rim à celle-là. Mais le gap est rendu beaucoup moins grand avec ce film-là. Je trouve qu'il était, mettons, avec les premiers Godzilla. Juste le gap technologique, là, je sais pas si. Moi, ça m'a comme un peu frappé qu'on part de. Il y a eu comme 5 ans entre celui-là puis le. Mettons, à l'intérieur du film, là, mettons, il y a maximum 10 ans que c'est passé entre le premier Godzilla puis Godzilla vs Kong, puis on dirait que la technologie a augmenté de 200 ans. Là. Il y a comme. Et là, on est beaucoup plus proche de Pacific Rim puis de l'univers futuriste que du Godzilla de 2014. Là. Ça pourrait être le fun. On va peut-être ramener Guillermo del Toro pour faire un Godzilla contre Kong. Ça pourrait peut-être être... ça pourrait être bien. Il faudrait qu'il y ait un bon réalisateur, par contre. Ouais. Il aimerait ça, c'est ça le pire. Il aimerait ça venir faire ça. Je suis sûr que oui. Non, mais que... Ça conclut bien le débat. On est tous d'accord sur la réussite de Godzilla vs Kong. Oui. Fait que, merci à vous deux de nous avoir partagé vos connaissances et votre amour pour la saga. C'était vraiment enrichissant et intéressant. Je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Donc, Jean-François et Marc-Antoine, on continue de vous lire sur Horreur Québec. On continue de lire vos critiques. D'ailleurs, allez pitchez-vous sur la critique de Jean-François de Godzilla vs Kong si vous voulez en avoir un peu plus, savoir un peu plus long sur son avis. Et encore une fois, merci. Merci. Donc, sur ce, on est rendu déjà à la partie sur nos recommandations. Donc, toi, Raphaël, qu'est-ce que tu as vu pendant le dernier mois qui t'a marqué?
Moi, pendant le dernier mois, c'est pas un secret pour les gens qui me connaissent, je n'ai que écouté des Godzilla pratiquement. J'ai vraiment voulu me remettre dans la saga, de me replonger là-dedans avant la sortie de Godzilla vs Kong et notre épisode. Et je me suis particulièrement intéressé à la première période de la série qui va durer des années 60 jusqu'à le milieu des années 70. Essentiellement, même si on inclut le premier Godzilla, mais c'est tellement le reste de la saga est tellement différent du premier Godzilla que c'est presque une période en soi. C'est vraiment cette période-là qui m'a le plus intéressé, sur laquelle j'ai plus jeté mon dévolu, et particulièrement un film que j'avais envie de parler plus en profondeur, qui est Godzilla versus Megalon de 1973. OK. Godzilla vs Megalon, il est très particulier il y a une place intéressante dans la saga. Dans cet épisode-là, Godzilla est vraiment un héros et il fait équipe avec un autre personnage qui m'a absolument fasciné et que j'aimerais tellement revoir dans un remake, qui s'appelle Jet Jaguar. Okay. Jet Jaguar, c'est un espèce de super Sentai japonais. C'est un robot en fait qui est créé par un scientifique et son petit frère. Et ce robot-là, il peut changer de taille pour devenir géant et aider Godzilla, comme il peut avoir une taille humaine pour les moments où il est en relation avec les protagonistes. Puis Jet Jaguar, il y a une chanson thème qui est absolument géniale. Je sais pas si je peux en mettre un extrait au niveau des droits, je pense pas. Mais on verra, non, mais en tout cas, c'est absolument magnifique. Ça reste en tête pendant des semaines. Et dans ce film-là, en fait, on retrouve tout ce qu'il y a de plus cheesy dans la saga des Godzilla, de façon exponentielle, fois 1000. Là. C'est notamment dans ce film-là que vient le fameux gif de Godzilla qui fait un dropkick en se tenant sur sa queue. Oui. Je crois que beaucoup de gens l'ont vu passer sur Internet à plusieurs moments. C'est vraiment un des films les plus étranges. C'est pas le plus psychédélique, là. Il y en a des plus des plus fucked up que ça. Mais celui-là a une place particulière dans mon cœur, justement pour tout son côté. On fait n'importe quoi et c'est assumé. Le film a été tourné en comme 2 semaines. OK. C'était vraiment sur la plateforme de Criterion, on peut également avoir une entrevue avec l'homme qui jouait Jet Jaguar, le robot, qui parle un peu de son expérience. C'est fou là, c'était du n'importe quoi. À chaque jour, il changeait un peu les éléments du scénario, puis il disait bon, tu vas faire telle affaire. L'homme qui jouait Jet Jaguar s'entraînait pour faire du karaté, mais finalement ils ont dit à quelques minutes du tournage, finalement on fera pas d'arts martiaux, tu vas être un robot, il va falloir que tu fasses des mouvements robotiques. C'est fou, c'est complètement un film fou que je conseille absolument à tout le monde. Il faut le voir pour le croire. Les Japonais sont forts là-dessus pour aller dans l'absurde, très assumé. Je dirais c'est rare les films qui vont si loin que ce que les Japonais sont capables de faire. Fait que voilà, moi c'est vraiment ça que j'avais envie de discuter ce mois-ci et recommander à nos auditeurs. Toi, qu'est-ce que tu as regardé ce mois-ci? Moi, j'ai 2 recommandations en fait, un film, un podcast. Je vais commencer par le film, en fait. J'ai écouté pour la première fois Jennifer's Body. J'ai adoré. Puis là, je suis allée me renseigner un petit peu plus pour essayer d'approfondir ma connaissance du film. Puis moi, la raison pour laquelle que je ne l'ai pas écouté quand il est sorti, c'est justement à cause du marketing un peu, tu sais, l'affiche principale où ce qu'on voyait, bon, c'était Megan Fox qui est très sexy, puis donc je me suis dit, c'est ça va être un film d'horreur avec des filles sexy, puis topless, puis ça m'intéresse pas. Puis en fait, apparemment que ce film-là, il est utilisé pour démontrer les effets négatifs qu'une mauvaise campagne de marketing peut avoir sur un film. Totalement. Parce que justement, Jennifer's Body, c'est pas du tout ça. C'est un coming of age story. C'est l'histoire d'une femme qui vit un événement extrêmement traumatique. Grosse métaphore sur le viol d'ailleurs. Donc ça, en 2021, c'est d'autant plus d'actualité que ça l'était dans le temps avec tous les mouvements MeToo qu'on a eus ces dernières années. Puis
c'est ça, puis dans le temps, quand c'est sorti, ça a été vraiment, le marketing a été vraiment visé sur une population masculine, jeune, qui voyait Megan Fox comme, bon, un sex symbole, ce qu'elle est, Ouais. mais clairement, c'est plus que ça. Puis dans ce film-là, elle est particulièrement bonne, d'ailleurs, là, tu sais, Mhm. je l'ai vu dans d'autres films, Transformers, puis tout ça, là, on n'est pas là du tout, là, on est vraiment à livre une performance assez impressionnante. Puis, c'est ça, ça parle de thèmes variés, l'adolescence évidemment, mais comme j'ai dit, un thème assez lourd, le viol. Mais ça parle aussi, il y a des thèmes LGBTQ, il y a une fille que, bon, elle a une identité sexuelle clairement que soit qu'elle se cherche un peu, soit qu'elle est bisexuelle, on sait pas trop, c'est pas dit vraiment dans le film, sauf que c'est une des personnages principales. Fait que finalement, si vous n'avez pas vu Jennifer's Body ou si vous l'avez vu dans le temps et que vous ne l'avez pas aimé, écoutez-le aujourd'hui avec un œil nouveau. Moi, j'ai adoré ce film-là. Je le recommande absolument. Oui, je suis d'accord. Oui? Ouais, on s'en était un peu parlé hors podcast. Oui. Parce qu'on a trouvé exact. une cote d'affection pour ce film-là qui est en dessous de son côté très flashy, justement. Puis le marketing qui en a vraiment fait un objet de cliché américain de film d'ado. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une substance. Mm-hmm. Oui, absolument. Ma deuxième recommandation, dernièrement, Simon Prench, celui qui fait Ars Moriendi, a décidé de mettre sur le Patreon tous les anciens épisodes, parce qu'avant, il y avait juste les épisodes qui commençaient à partir du moment où il a ouvert son Patreon. Donc, ça m'a donné le goût de toutes les réécouter. Puis, c'est excellent. Commencez du début, allez jusqu'à la fin, ou commencez de la fin, allez jusqu'au début. Ça, c'est votre préférence, mais c'est dans le fond, pour ceux qui connaissent pas Ars Moriendi, c'est que ça vient du latin, je pense, qui veut dire l'art de la mort. Donc, Simon Prench va parler de thèmes qui portent sur la mort. On a beaucoup de tueurs en série, on a de toutes sortes de légendes. Il y a sa chronique qui parle des morts les plus farfelus aussi. Mm-hmm. Toujours intéressant. Il y a une très belle diction, une très belle plume. Il a sorti d'ailleurs son livre. Puis ça se lit très bien, ça se lit tout seul. J'ai fait une critique d'ailleurs sur Horreur Québec, donc si vous voulez aller la lire. Voilà, si vous avez une petite demi-heure en faisant la vaisselle ou en cuisinant, moi j'écoute mes podcasts, puis je vous recommande d'aller écouter Ars Moriendi, vous n'allez pas être déçus. Je seconde. Et c'est ce qui met fin à notre troisième épisode de Horreur Québec, le balado. On espère que vous avez apprécié et on espère vous revoir, que vous pourrez nous réentendre lors du mois prochain. Merci, bye bye. Merci, bye bye.